Bonjour à tous et bienvenue sur le dernier podcast hebdomadaire de la cellule de la saison, dernier podcast qui ne soit pas sur Sens. Un podcast d'ouverture avec Amélie. Amélie, ça va la pêche? Ça va plutôt pas mal, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Tu es, pour piège. moi, tu es une organisatrice de GN. D'abord, c'est comme ça que je t'ai... Je suis relationniste et j'aime bien mélanger un peu tout. Donc, j'organise aussi du GN avec du jeu de rôle dedans. Ton dernier GN, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu sur le Facebook. C'est mon premier aussi, il faut bien le dire. D'accord, ok. C'était d'en parler sur le Facebook de la cellule. C'était un GN sur les bikers. J'ai trouvé ça charmant. Je trouvais ça trop bien. Je suis pas sûre que charmant soit le terme. non mais je veux dire, la thématique est géniale, quoi. Enfin, je trouve ça top. Donc voilà, Amélie. Nous sommes également avec Olivier. Bonjour, oui, ça va Olivier très bien. Sten, de retour sur la cellule. Et nous sommes avec Fabien Hildwein. Et aujourd'hui, comme je le disais en introduction, un podcast d'ouverture sur les champs qu'il reste à explorer en jeu de rôle. On va essayer ensemble de voir ce qui reste à faire. On va se poser même la question du sens de cette question. Est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas si le titre ou la question, comme on le présente, est très clair pour les auditeurs. C'est-à-dire que... Fabien, je t'en prie, prends le relais. Quand on parle des champs qui restent à explorer, c'est-à-dire que... c'est plus exactement quels sont... Entre Saint-Méloire et Saint-Malo, il y a quelques champs qui restent. Voilà, c'est ça. Première blague du podcast. Pas la meilleure. C'est l'idée que voilà, il y a des thèmes et des manières de faire du jeu de rôle qui sont encore justement qu'on ne connaît pas encore. Et donc on va essayer de jeter des lumières, et de vous donner envie de créer vos propres jeux de rôle dans cette direction. C'est intéressant que tu parles du sens de cette question parce que c'est vrai que c'est un peu contradictoire dans le sens où les champs qui restent à explorer nécessairement on les connaît pas et donc ça va être beaucoup de la prospective, tu vois. C'est un peu comme les gens qui essayent de deviner le futur. Oui, je dis sans cesse que le propre de ce qui va être inventé, c'est qu'il reste à inventer. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu bizarre comme démarche. Mais non, c'est un travail de créativité justement pour voir de quelle manière on pourrait surprendre, de quelle manière on pourrait créer quelque chose de nouveau. Il y a un an, même pas, ou si un peu plus d'un an en fait, maintenant que j'y pense, je découvrais toute une série de jeux forgiens. Enfin, j'en avais peut-être déjà connu l'un ou l'autre, mais je découvrais vraiment la majorité des jeux forgiens d'un seul coup, et donc c'était sans cesse bang, un nouveau propos, et surtout un nouveau cadre, une nouvelle façon de jouer, un nouvel angle, une nouvelle méthode pour aborder le jeu de rôle. Et on a envie que ça continue, que ça se reproduise. Et en fait, maintenant que j'y pense, en préparation du podcast, on disait mais on a rien à dire, de quoi on va parler. En fait, ça revient vraiment pendant qu'on parle. Mais je me rends compte que ce podcast est important pour moi aussi parce que personnellement, j'ai un peu souffert de réflexion du genre non mais ça c'est pas du jeu de rôle et des trucs comme ça que j'ai beaucoup entendu sur ou alors oui c'est des nouvelles tendances. Bon oui d'accord, enfin depuis 2001 c'est des nouvelles tendances qui commencent à être vieilles quoi. Je parle évidemment des jeux de rôle forgiens et évidemment du travail qu'on a pu faire, qu'a pu faire par exemple Frédéric Sintès, Christophe Beucler, et il faut se rappeler que quand l'appel de Cthulhu est sorti en 84, me semble-t-il, quand Ambre est sorti en 91, quand Vampire est sorti, il me semble aussi en 91, il y a eu des gens pour dire mais ça c'est pas du jeu de rôle. Alors pour Cthulhu c'est pas du jeu de rôle parce que c'est de la fantasy. C'est pas de la fantasy justement, que ça se joue plus ou moins dans le monde contemporain. Pour Ambre c'est pas du jeu de rôle parce qu'il y a pas de dés. Et pour le Vampire c'est pas du jeu de rôle parce qu'il y a l'art du conteur et que on visite pas des donjons quoi. Il y a l'humanité. Le système storyteller. Ouais. Et en fait j'aimerais dire que le jeu de rôle c'est une pratique sociale, c'est-à-dire ce n'est pas un concept au sens de la liberté en philosophie et donc cette pratique sociale elle est susceptible d'évoluer et heureusement qu'elle évolue parce que le jeu de rôle c'est comme une bicyclette, s'il avance pas il tombe. C'est une formule. Alors là en fait je suis pas du tout d'accord. Référence à Mao. Si t'avances pas, il y a quand même des gens qui s'éclatent avec le jeu de rôle tel qu'ils le connaissent. Je suis tout à fait d'accord.
Je suis tout à fait d'accord. Mais bon. c'est toujours un peu un rôle de provocateur. Parce que j'aime pousser évidemment à la réflexion. Qui réagit aux provocations. Et donc voilà, une manière de dire le jeu de rôle, ça n'est que ce que vous en faites. Il n'y a pas de définition absolue du jeu de rôle, de la même manière qu'il n'y a pas de définition absolue du cinéma, qu'il n'y a pas de définition absolue de la littérature. Ouais. Alors moi, tu parlais de Olivier, tu voulais réagir ? Non, j'allais dire que en tout cas, même par exemple dans ma propre situation, qui suis essentiellement meneur de jeu globalement traditionnel, avec des moments où je me tourne vers d'autres choses, mais principalement intéressé par le jeu de rôle traditionnel, même en tant que meneur de jeu qui privilégie ça en premier lieu, je me rends compte que dans mes campagnes et tout, une des questions que je me pose le plus, c'est comment je vais surprendre mes joueurs. Et la plupart des meneurs de jeu qui font que du jeu de rôle traditionnel, ils ont en réalité eu recours très souvent à de nombreuses pratiques qui vont être surprenantes. J'ai eu une amie qui me racontait par exemple que il faisait un Buffy contre les vampires, et à un moment, il a décidé que pour un de leurs scénarios, les corps des personnages étaient échangés. Et donc, chacun des joueurs vient à la table et trouve une autre feuille de perso que la sienne. Alors, ça peut apparaître comme gadget. Enfin, ça a été très efficace pour la partie, mais ça peut apparaître comme gadget. Mais en fait, c'est toutes des réflexions qui... tous ces petits apports-là qui vont améliorer le jeu de rôle traditionnel aussi, ça peut venir du fait qu'on s'intéresse aux autres catégories de jeux de rôle et donc on se donne des moyens de surprendre. J'ai envie de... Ça, c'est intéressant parce que ça touche aussi à la problématique, mais j'ai envie de parler aux auditeurs d'un débat que Olivier et moi, on a eu. Moi qui défends plutôt le jeu de rôle façon The Forge, et Olivier qui pense défendre le jeu de rôle traditionnel. Et en fait, ce que Olivier, tu me dis si je résume mal le débat, mais ce que Olivier me disait, c'est que tu avais le sentiment qu'avec les jeux de rôle de The Forge, le travail du meneur de jeu était, la part de créativité du meneur de jeu dans sa campagne était réduite. Et moi j'avais envie de te répondre, oui, mais en fait celle de l'auteur, elle est beaucoup plus grande. Et finalement la conclusion à laquelle on arrivait avec ce débat, c'est qu'en réalité auteur et meneur de jeu, c'est un peu des construits de langage. C'est quelque chose d'un peu artificiel dans le sens où ce que tu fais quand tu te demandes, tiens, comment je peux faire quelque chose de nouveau, comment je peux me renouveler, etc. C'est un travail créatif d'auteur, tu vois. En réalité, il n'y a que des créateurs et certains se pensent plus auteurs et d'autres se pensent plus meneurs de jeu. Après, et par exemple, tu vois ton jeu de rôle de onirique soviétique, ce qui est quand même assez formidable comme concept. Ouais. C'est en fait un travail d'auteur ou un travail de créateur. Ouais. Bien entendu, moi j'adore le fait d'être dans cette situation, de calibrer ma partie pour mes joueurs, de calibrer aussi, de me laisser aussi la possibilité de réadapter en cours ma partie pour les joueurs avec lesquels je vais jouer. Et je réfléchis plus qu'en termes de partie, c'est-à-dire je me demande pas à quel jeu de rôle je vais jouer. J'ai l'impression d'avoir maintenant tellement d'outils différents que avant un week-end, puisque nous c'est une partie d'un week-end la plupart du temps, je commence à mettre du bric et du broc, j'interroge mes joueurs parfois par mail pour voir qu'est-ce qui va leur convenir, et puis je crée sur ce concept-là. Maintenant, je vais te répondre en deux parties. D'abord sur sur ce débat-là. Je pense pas que c'est le plus intéressant parce que finalement ça se résume presque à un débat, à un argument ad hominem. Oui, mais vous défendez les auteurs et puis nous les meneurs de jeu. Oui, c'est bien. On a l'impression qu'on justement ce que je dis, c'est qu'en réalité, ce débat il n'existe pas. Si tu veux, finalement, on est tous créateurs, mais simplement certains se mettent des chaussons différents d'autres, quoi. Moi, je partage vraiment cette vision-là. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant. Alors, là où je suis parfois pas d'accord, c'est que parfois dans la réalité matérielle, il y a une situation où il y a un auteur qui existe, un meneur de jeu, temporel, dans le temps, il se situe, ne serait-ce qu'à des moments différents, et puis l'un a écrit le livre et l'autre le lit. Et moi, j'ai parfois une difficulté avec quelque chose que j'entends souvent ici les amis dire, c'est que on ne pourrait plus toucher aux règles telles que le meneur de jeu les a pensées. Alors, moi je pense que déjà, souvent, dès lors qu'on a compris le propos de l'auteur,
on est capable, et qu'on a un minimum de compréhension de comment un système fonctionne, on est capable de le recalibrer, de le rebidouiller et tout ça. Et je pense que c'est un grand plaisir du meneur de jeu que de bidouiller derrière par rapport à l'auteur. Et j'aime bien cette idée de ne pas sacraliser l'auteur. Je voudrais juste resituer, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi vous parlez de ça dans le podcast sur les champs à explorer. C'est qu'en fait, vous êtes en train de parler là ici des champs qu'il reste à explorer en termes de mécanique et de rôle que l'on va donner à celui qui a traditionnellement symbolise l'autorité, à savoir le meneur de jeu. Pas seulement, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu es dans les champs à explorer du point de vue système de jeu, ce que nous on appelle du point de vue système de jeu. C'est tout ce que je voulais dire et je vous laisse continuer. Je crois pas que ce soit le cas en fait. Ce qu'on se disait, c'est que en fait, ce podcast concerne aussi bien les gens qui font du jeu de rôle dit traditionnel que des gens qui font. Je suis d'accord. Tu vois, c'est juste pour dire que là, ce dont vous parlez des champs quand on parle de la thématique des champs qui restent à explorer, ici, ce dont vous parlez à proprement parler, c'est des problématiques liées au système de jeu. Voilà. Enfin, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on est tous concernés parce qu'on est tous créateurs ou créatrices. Évidemment. Bon, alors je vais peut-être expliquer mes positions ou l'une ou l'autre d'entre elles, sachant que c'est des positions qui sont complètement en train d'être construites, que d'ici à ce que je sois en train déjà de m'écouter dans le podcast, je vais sans doute m'en vouloir terriblement et avoir déjà changé d'avis. C'est le principe du podcast. C'est pas, voilà, mais je tiens quand même à dire que c'est pas quelque chose que j'affirme comme une position fixe et que dans 5 ans il faudra me ressortir. Toi, tu penses exactement ça. C'est des réflexions. Mais par ça, exemple, c'est valable pour tous les podcasts. Moi, c'est vrai pareil. Ok, bah, tant mieux qu'on soit sur la même ligne là-dessus. Donc, d'abord, moi déjà Apocalypse World, ça m'a explosé la tête. Comme beaucoup de gens, oui. Oui. Et donc pour moi maintenant il y a 3 possibilités quoi. Il y a le jeu de rôle à autorité partagée, il y a le jeu de rôle type traditionnel au sens où il y a un scénario et un meneur de jeu qui joue un rôle fixe. Et puis il y a être maître de cérémonie quoi. Pour moi c'est carrément un 3e truc parce que le meneur de jeu garde à mon sens quasiment toute autorité, mais malgré tout il distribue la parole d'une autre façon en brisant le rôle. Non, je t'arrête parce que vraiment Apocalypse World, j'ai aucun doute là-dessus, c'est du partage d'autorité. Ça malheureusement bon. Je plaide un peu coupable parce que c'est moi et Frédéric qui avons pensé les concepts et ces concepts-là, et si c'est clair pour nous, on les a pas assez transmis, mais il n'y a aucun doute sur le fait que Apocalypse World, parce qu'il n'y a pas de scénario au sens où il y aura une préparation avec des actions que les joueurs seraient censés faire auparavant, laisse la totale liberté, ce qu'on appelle le protagonisme aux joueurs. C'est-à-dire qu'ils contrôlent totalement les actions de leurs personnages, après qu'il leur arrive des crasses, qu'il y ait plein de choses qui se passent par ailleurs, que le meneur de jeu ait une grande propriété sur l'univers, ça n'empêche pas que ce soit entièrement du partage d'autorité. Quand on parle de partage d'autorité, c'est vraiment... D'accord, mais en fait, tu devrais dire partage de narration. Parce que l'autorité, il me semble, dans Apocalypse World, reste pour l'essentiel entre les mains du meneur de jeu, qui pourrait en fait ne jamais concéder des questions à son joueur. C'est la propriété qui reste au meneur de jeu. Amélie, copine du chef. D'accord avec Olivier. Prends ton micro, vas-y. Non, mais c'est bon. Non, parce que sinon, ça va... Oui, pour moi, en fait, Apocalypse World, c'est le seul jeu de rôle que je mène vraiment... Et oui, pour moi, je garde l'autorité quand même. C'est important que je garde l'autorité. Et limite, il y a des moments où je partage. C'est moi qui choisis de partager aussi. Et mes joueurs, s'ils le veulent, ils peuvent intervenir, sauf qu'ils le font pas. Et c'est moi qui dis, bon, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui lui arrive? Qui est mort là? Qu'est-ce qui se passe au bord de la route? Et limite, c'est moi qui distribue le partage, en fait. Enfin, tu partages la propriété. Ce qui n'est pas la même chose que l'autorité. L'autorité, c'est à aucun moment tu ne toucheras à la volonté de tes personnages, par exemple. Tu vois, où tu les manipulerais. Tu fais pas d'illusionnisme, puisque justement t'as pas de scénario, tu sais pas ce qui va se passer. Enfin, tu sais ce qui va se passer dans les 10 prochaines minutes, mais tu connais pas la fin de l'histoire. Tu vois. Mais laisse-moi te dire que souvent dans le jeu de rôle traditionnel, et ça c'est souvent quelque chose que que je t'ai entendu dire sur la cellule avec laquelle j'étais pas d'accord, c'est que je pense que parce que tu promeus des jeux qui sont absolument géniaux et qui nous apportent plein de trucs, t'oublies de voir que dans le jeu de rôle traditionnel, il y a aussi beaucoup de choses innovantes et que dès lors que tu fais un bac à sable un peu bien construit,
T'es pas du tout dans le dirigisme, t'es dans un truc complètement ouvert. Tu sais comment moi j'ai commencé à essayer de vouloir réformer. C'était bien avant que je découvre The Forge. J'avais écrit de nombreuses campagnes et de nombreux scénarios de convention, notamment pour L5R, qui est un jeu que j'aimais et que j'aime toujours beaucoup, qui étaient des jeux que j'appelais en parc d'attractions. C'est-à-dire que tu as une mission et puis tu as plein de choses à aller voir, et à la fin tu as un événement qui sanctionne grosso modo les actions des joueurs. Donc il faut pas me caricaturer, tu vois. Non, je te dis l'impression qu'on a sur certaines positions. Parce que là, tu viens quand même de dire juste avant, tu as parlé du fait que le maître de jeu connaît la fin. Et je peux te dire que dans un bac à sable ou dans plein de bacs à sable bien construits, c'est-à-dire donc des jeux de rôle qu'on va dire ouverts par opposé aux jeux dirigistes, qu'il y a plein de meneurs de jeu intelligents, créateurs et qui s'arrangent pour que leur partie marche, n'empêche pas qu'il y ait énormément de jeux où, tel que c'est écrit dans les règles, ça t'as abouti à des contradictions et des scénarios on ne peut plus dirigistes. Alors là, je vais arriver sur mon. Mais je suis d'accord qu'il y a une différence. Il y a toujours une différence entre les règles et la pratique. On est d'accord que là, du coup, par rapport à la thématique des champs qu'il reste à explorer, ce que tu es en train de dire, toi, Olivier, ici, dans cette conversation, c'est qu'il reste énormément de champs à explorer dans le jeu de rôle traditionnel. Tout à fait. C'est ça que tu essaies de dire. Contrairement à ce que, par exemple, on peut de temps en temps entendre sur la cellule, qui est que le jeu de rôle traditionnel, on l'a un petit peu essoré et que la nouveauté est plutôt en dehors. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que The Forge, mais vraiment, merci de me ramener au sujet. J'ai vraiment envie de réagir, mais c'est important de savoir aussi d'où on vient en fait. C'est vrai que c'est un peu long comme introduction, mais c'est important de se rappeler que The Forge est construit sur des expériences comme Ambre, comme Nobilis, comme énormément de jeux qui ont beaucoup réfléchi, mais même comme Vampire. Hein, je crache beaucoup sur Vampire, mais il y a eu, il y a eu du très bon et du très mauvais à mon avis de fait avec ce jeu. On est d'accord. Mais que il apporte quelque chose de fondamental. The Forge a toujours reconnu ses pairs et ses précédents, et que si moi je me suis beaucoup éloigné du jeu de rôle traditionnel dans mes pratiques et dans ce que j'ai écrit, encore que je continue à jouer à Warhammer par exemple, c'est aussi parce que on arrivait sur un nouveau continent, donc on avait vraiment envie d'en faire un peu le tour, et maintenant on commence à en connaître les limites, comme les machines à saucisses et les trucs comme ça, mais moi j'ai jamais prétendu qu'on avait essoré le jeu de rôle traditionnel. La preuve, c'est Sens, tu vois. Oui, mais donc Olivier, je pense pas que je pense qu'un meneur de jeu qui fait du jeu de rôle, qui fait habituellement du jeu de rôle traditionnel, commettrait une erreur lourde et stupide et qui compromettrait sa capacité à faire des bonnes parties s'il ne s'intéressait pas à tous les nouveaux types de jeux qui existent. Okay. Je pense que tu dois faire le détour par les jeux forgiens, tu dois faire le détour par tout ce qu'il y a comme nouveauté pour comprendre tout ce que tu pourrais apporter en plus à tes joueurs avec tous les arguments techniques qui viennent. Mais non, ma position... Je pense au Grumf quand tu dis ça. C'est ça. C'est typiquement le genre de personne qui fait ce détour, justement. Oui, ça se sent vachement dans ce qu'il écrit. Les musards dans les mine-marches sont finalement des mini-jeux forgiens à l'intérieur d'un grand jeu classique. C'est une forme, en fait. Je crée exactement de cette façon-là, donc ça me correspond et, tout à fait. À terme, tu sais que je travaille sur un jeu que pour le moment j'appelle le langage de Babel, et j'aimerais beaucoup revenir à justement des hybrides. Ce qui veut pas dire que je suis en train d'essayer de faire une espèce de synthèse. Enfin, je crois pas du tout à cette idée comme quoi il y aurait un juste milieu qu'il faudrait trouver. Enfin, je trouve que c'est débile comme manière de procéder. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas abandonné le jeu de rôle, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est pareil pour quelqu'un pourtant de bien plus extrême que moi, qui est Frédéric Sintès, et qui explore aussi énormément de choses. Il a un jeu de rôle sur Harry Potter dans les tuyaux qui ressemble beaucoup à du jeu de rôle traditionnel sans en avoir un certain nombre de défauts. Enfin bon, voilà. Olivier, tu voulais ajouter quelque chose avant que je ne t'interrompe? Parce que, en fait, au début, tu avais résumé notre discussion, et moi, je trouve que c'est sur d'autres aspects qu'elle me paraissait la plus essentielle, en fait. C'est, alors, de nouveau, c'est quelque chose que j'entends, je veux pas, j'ai l'impression d'entendre souvent que
un jeu de rôle doit pouvoir être quasi à ce point bien construit qu'on peut pas échouer une partie. J'ai entendu des choses de cet ordre, voilà. C'est un peu alors là, c'est vraiment par exemple une idée avec laquelle je suis en désaccord parce que j'ai vraiment le sentiment que un jeu de rôle c'est avant tout l'équilibre qui se crée à la table. C'est donc très dépendant des personnes qui participent, de la façon dont elles vont participer et ainsi de suite. Effectivement, un jeu de rôle peut fonctionner mieux ou moins bien, hein, mais il y a une dimension d'indéterminé chez l'être humain et surtout dans la façon dont le groupe va s'organiser, qui fait que, à mon sens, le jeu de rôle peut y répondre par une indétermination de son côté aussi. C'est-à-dire permettre en fait que s'exprime au sein de la partie et au moment où ça convient aux joueurs un système plutôt qu'un autre. Donc effectivement, dans mon jeu de rôle onirico-soviétique que j'ai juste créé pour mes joueurs, hein, c'est pas un truc que je sors ou que j'ai publié d'une quelconque façon, mais dans ce jeu-là, ce qu'on avait créé, c'est il y a des moments où un joueur pouvait avoir un flashback, et en une fois c'était lui qui devenait meneur de jeu, puis on avait un autre système où quand il passait dans le monde... il avait la propriété de son flashback en fait. C'est ça. Exactement. Et puis mais aussi, oui, sauf qu'il devait intégrer les autres joueurs, du coup il restait meneur de jeu pendant un certain temps, et au travers du flashback, il influait très fortement sur la réalité, puisqu'il créait des liens avec les PNJ actuellement vivants, en disant que c'était en fait des enfants qu'ils avaient connus à l'époque du flashback. Et puis il y avait en plus une troisième couche qui était l'onirique, et là dans l'onirique il pouvait superposer des trucs, ou alors du coup là c'était un peu plus de la création partagée, et puis il y avait l'univers traditionnel où on jouait un peu à l'Apocalypse World. Donc c'est vraiment des couches sur des couches. Je dis pas que ce jeu de rôle était parfait, pour nous ça a été une des meilleures expériences qu'on ait eu en jeu de rôle, donc forcément on part de là et on a envie de se demander comment reproduire ça. Et j'aurais pas pu le créer si je m'étais jamais intéressé aux jeux forgiens, ou on n'aurait pas eu cette géniale partie si je m'étais pas intéressé aux jeux forgiens. Mais j'ai l'impression que quand on parle des nouveaux champs à explorer, pour moi ça c'est un champ exploré. Pourquoi c'est un champ exploré? Parce que au cours de la partie on pouvait fluctuer. Et alors là, je sais pas si j'ose m'attaquer ou si j'ose soulever que pour moi du coup le GNS s'applique plus totalement comme on me l'a présenté parfois. Donc je vais pas entrer dans ce terrain-là. Laisse Olivier finir. Mais j'avais le sentiment donc que se créaient des espaces de jeu où les joueurs pouvaient amener un mini-jeu ludiste à l'intérieur d'autres choses, et ainsi de suite. Mais là, je m'égare peut-être sur le GNS, que je connais sans doute pas assez bien. C'est un peu le trip des musards, justement, des 1000 marches, ça. L'idée qu'on peut... Mais donc, on crée avec une très grosse flexibilité sur le jeu et sur la capacité pour tous les participants autour de la table de se l'approprier. Et je pense que par exemple Dogs, c'est un jeu incroyable. Ceux qui n'ont pas encore joué doivent essayer tout de suite. Mais Dogs, on va y prendre plaisir un certain temps, mais on le jouera pas en campagne. Et dans une campagne, je trouve ça... Ça dépend ce que tu appelles une campagne. D'accord, une campagne de 4 parties ad hoc, ça va être génial. Ondes, encore une fois, mais une campagne de 6 mois, 1 an, comme on peut parfois les vivre dans le jeu de rôle traditionnel, je pense pas que ce sera possible avec Dogs. Et là, c'est intéressant d'avoir eu un moment où les joueurs étaient vraiment dans une perspective. Là, c'est l'histoire d'amour. Et puis le lendemain à L5R, je dis voilà, maintenant aujourd'hui c'est tournoi. Et alors c'est ultra. Moi, je maintiens on que veut c'est gagner le Dogs, tournoi. Bon. Oh, ok, mais ce sera en tout cas pas facile avec Dogs. Enfin, là on s'égare un peu, et puis j'ai pas non plus envie que ça se transforme en un match de boxe. Le débat est super intéressant. Mais est-ce que ça touche au je champ reconnais volontiers que je comprends moins certains aspects théoriques que plein d'autres. J'ai lu très peu sur ces questions et ainsi de suite. Mais je pars d'une expérience et je me dis que, en tout cas au niveau du ressenti, je sens un champ exploré à ce niveau-là, quoi. Je vais te dire, vu ce que je vais annoncer en conclusion de ce podcast, attention teasing, je crois que justement c'est le genre de choses que vous pouvez continuer à discuter. D'accord. Peu importe si on s'éloigne. C'est genre on n'a plus rien à foutre d'être écouté que tu vas annoncer. C'est pas ça. Non. C'est juste que c'est pas grave si on s'éloigne du thème principal. Une digression, elle peut nous permettre de bien revenir dans le thème principal, et si vous avez besoin de discuter de ça. Mais c'est vrai que ce serait frustrant de pas maintenant partir sur vraiment les champs en tant que tels, quoi. Oui, pour moi, il y avait là un champ. Ce qu'il faut comprendre, tu vois, tu disais tout à l'heure que quand tu parles dans le micro, tu es pas sûr d'assumer à ce que tu vas dire dans quelques mois. Oui. Bon, en fait, ça j'ai mis beaucoup de temps moi-même à l'accepter en tant que podcasteur.
Et que c'est en discutant au bout d'un moment avec Romaric, où Romaric me disait mais attends, un podcast c'est pas la parole divine, c'est des gens qui discutent autour d'une table et puis non mais je sentais le besoin de faire la précaution maintenant que c'est dit, c'est clair. Et moi c'est parfaitement vrai, si tu veux. Il y a des il y a des choses que j'ai pu dire à une époque que j'assume plus, ou des positions qui ont pu évoluer. Il faut comprendre aussi que chaque podcast est daté et puis qu'on réagit aussi à des discussions qu'on a entre nous, qu'on a avec des gens avec lesquels on est en contact, parfois avec des commentaires sur le blog où on se dit tiens, ça c'est vrai, où on se dit tiens non, ça c'est pas vrai, on voudrait expliquer pourquoi. Et que la position qu'on a pu avoir à un moment de dire il faut avoir les jeux de rôle, il faut avoir une réflexion sur les systèmes de jeu, parce que si on a un bon système de jeu, on a de bonnes parties. C'est aussi parce que on était à une époque où les gens n'étaient pas du tout convaincus du système does matter, c'est-à-dire l'idée que les règles au sens le plus vaste possible, mais donc quand je dis les règles, c'est également le rôle des personnages, le partage d'autorité, la propriété, responsabilité, les rôles, j'ai déjà dit les rôles des personnages. Ouais, mais même la façon dont on s'assied, les relations qu'il y a avec entre les joueurs avant même qu'ils commencent à jouer. À une époque où tout ça, disons que ça coulait de source, et donc on était en train de se convaincre, comme les Américains s'étaient convaincus 10 ans avant nous, que il faut faire attention, quand on est auteur, il faut faire attention à ce qu'on écrit, et que on a une vraie responsabilité sur la qualité des parties. Maintenant, j'entends bien que... Tu es en train de t'éloigner de ton micro. Ah pardon, j'entends bien que c'est l'énergie. J'entends bien je suis 100% d'accord avec toi, Fabien. C'est pour ça que je te laisse parler depuis tout à l'heure, parce que tu vois, pas sur tous les, pas par rapport au débat avec Olivier, mais par rapport à ce que tu dis maintenant. Ouais, mais bon. Non, parce que je vois très bien la position d'Olivier, je comprends très bien la tienne, je comprends très bien vos deux positions. Et je suis à la recherche d'une façon de comprendre votre débat, de façon à désamorcer les éventuels conflits qui pourraient se trouver. Mais je crois pas qu'il y ait de conflit. On a. Vous êtes à la recherche d'un truc. On est à la recherche d'un truc, peut-être. Est-ce que je voudrais juste terminer sur ce que je. Bien sûr. Ce que je disais. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette position-là est une position de militant, qui est en fait beaucoup une position qu'on a sur le podcast de la cellule. Même si je disais par ailleurs que en réalité c'est pas ma position à moi. Moi tout ce que, mon but, je l'ai déjà dit, mais c'était plutôt la mienne dont tu parlais. Voilà, c'est plutôt ta position qui est une position de militant. Et on pourra en revenir sur la manière aussi. J'aime pas qu'on me résume à ça. D'accord, excuse-moi. Que ça, mais c'est vrai que je suis ça aussi. Et que, par exemple, moi je sais que quand je parle dans les podcasts de la cellule, c'est beaucoup une position de militant que j'ai. Mais en réalité, quand je suis créateur de jeux, ce qui m'intéresse, c'est avant tout de montrer que le jeu de rôle est à mon avis un média qui a autant de valeur, sinon plus, que la littérature, le cinéma, le jeu vidéo ou quelques autres. Et donc, je cherche pas nécessairement à faire passer des idées dans mes créations, encore que, mais surtout à faire de très bons jeux, parce que j'ai souvent le sentiment que c'est les bons jeux qui créeront la bonne dynamique, quoi. Je veux dire, contrairement aux autres créateurs de jeux de rôle qui essaient de faire de la merde d'office, en fait. Non, c'est pas. Ça fait un peu, oui, j'essaie de créer de très bons jeux. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est d'une mauvaise foi. Allez. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye de pousser le jeu de rôle dans ses retranchements, et on revient au sujet d'explorer des champs du possible qui, à mon avis, n'ont pas été explorés jusque-là, comme la saveur du ciel. Okay, moi, j'ai vraiment une question con, mais j'ai pas de mépris pour mes camarades rôlistes. Non, je sais, bien sûr. Mais non, c'est par rapport au sujet. C'est en fait, est-ce que vous considérez que les nouveaux champs du possible sont forcément forgiens, ou peuvent être quelque chose qui est dans le jeu de rôle traditionnel et qui sera accepté par les joueurs de jeux de rôle professionnels. Enfin, je sais pas si c'est une question intéressante ou pas, mais moi je me la pose. Donc. Alors déjà, on peut répondre d'entrée que de toute façon, les champs des possibles ne seront plus forgiens, parce que la forge est fermée aujourd'hui. Oui, exact. Donc voilà. Déjà, ça c'est-à-dire que moi je pense que le champ des possibles n'est pas dans la forge, ou dans la forge a ouvert des portes. D'accord, mais ce dont on parlait, c'était est-ce que les nouveaux jeux à sortir doivent être le pur produit du corpus théorique de la forge ? Pas du tout. Et ce qu'on vient de dire juste à l'instant et jusqu'à présent, c'était justement
Non, moi par exemple, ma proposition c'était justement de s'en émanciper un maximum. Quoi. C'est-à-dire tous d'accord là. Ça sert à rien d'avoir ouvert de nouvelles portes pour ensuite s'enfermer dans un nouveau, exactement. S'enfermer dans une nouvelle cage théorique. Tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait la forge elle est consultative. C'est-à-dire c'est cool d'avoir eu la forge pour explorer toutes ces solutions. Aujourd'hui on voit même les limites de certaines démarches créatives. Enfin, c'est vachement sympa, je trouve, d'avoir eu la forge. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir de nouvelles portes, justement, peut-être de nouvelles théories, revenir peut-être au jeu de rôle traditionnel pour voir ce que la forge peut y apporter, puis du jeu de rôle traditionnel revenir éventuellement sur la forge, etc. C'est un échange constant. Et c'est ça aussi ce podcast. Le but, c'est d'échanger. Et En fait, tu vois, quand on a proposé le terme du podcast au début, je me disais qu'on allait peut-être faire un truc un peu stérile qui serait, faire le tour des trucs auxquels on pense. Mais en réalité, moi j'ai envie de faire ça. Alors, on y passera parce que je pense que sinon on frustrera nos auditeurs. Mais je pense que en réalité, pour être vraiment créateur, il faut se poser la question des contraintes qu'on se donne inconsciemment. Parce que les contraintes que tu donnes consciemment, tu peux les faire sauter quand tu veux. La vraie question, c'est comment tu questionnes les contraintes que tu te donnes sans t'en rendre compte. Et donc, voilà, à une époque, la Forge a dit non mais attendez, pour vous un jeu de rôle, il y a nécessairement un meneur de jeu, il y a nécessairement un scénario, le meneur de jeu, les règles sont pas importantes. Est-ce qu'on pourrait pas questionner un peu ces contraintes? Donc une manière de répondre à cette question, ce serait aussi de faire le tour de ces contraintes et de dire, qu'est-ce qu'on peut faire sauter comme contrainte, quoi. Un jeu de rôle, par exemple, on peut imaginer un jeu de rôle qui ne s'arrêterait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à jouer, on y joue jusqu'à la fin de sa vie, nécessairement. Oui, ça va convaincre la réalité. Non, mais même sens, il y a un peu de ça, tu vois. Je voulais pas le dire, mais oui. Mais oui, allez, un peu d'auto-promo. Ouais, mais bon. Tu pourrais aussi casser le sujet. C'est-à-dire, je pense que ça a déjà été pas mal fait, mais moi je vais le faire. Même dans la forge, on voit souvent que tu peux être acteur, réalisateur. Tu vois, tu agis à différents niveaux, mais c'est toujours les postures. C'est toujours avec une lentille focale calquée sur le sujet, quoi. Ouais. Donc dans un jeu de rôle dans une partie qui est complètement foirée, j'avais tenté de sortir de ça dans une très petite mesure. Hein, ça restait quasi du jeu de rôle traditionnel, mais beaucoup des actions des joueurs c'était du genre t'es un ninja, au lieu de décrire, puisque t'es un ninja super compétent, au lieu de décrire ton jet de discrétion et comment tu t'efforces d'être discret, tu décris depuis le point de vue des gardes qui se font trancher la gorge ou depuis le point de vue de ceux qui n'ont pas vu des vagues indices du fait que t'es passé, tu laisses derrière toi quelques traces du fait que tu es passé et tu décris ceux qui trouvent ces traces a posteriori et ainsi de suite. Et donc on saute. Ça c'est une autre forme de propriété en fait. C'est-à-dire que, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu places la caméra entre guillemets à un autre endroit de l'action. Je sais qu'après on va sans doute dire que c'est surtout dans les propos qu'on va trouver des propos nouveaux. Et donc là c'était l'occasion de dire même au-delà du propos, des petits angles presque des angles de caméra dans la façon dont on suit, ça peut être intéressant. On parlait un peu je mentionnais le terme de machine à saucisses, mais comment dire. Tu te rends compte que une certaine limite des gens qui ont suivi The Forge, c'est que il y a des gens qui se sont dit ok on va continuer à déstructurer vraiment à fond. Donc on n'a plus de scénario et au bout d'un moment on n'a plus de personnages. Type Microscope, ce jeu dans lequel tu joues, tu racontes une période extrêmement longue d'un empire avec des périodes d'avancée, des périodes de recul, etc. On avait pensé à une partie qu'on n'a pas encore faite où l'histoire ce serait l'histoire d'un domaine et donc ce serait pas trop grave d'avoir ton personnage qui meurt puisque c'est l'évolution du domaine à travers les siècles. Tu fais sauter ce que Frédéric Sintès appelle la synesthésie, c'est-à-dire qu'il y a plus un personnage qui a des enjeux et que toi et pour lequel toi en tant que joueur tu as des enjeux ludiques. Honnêtement, tu fais aussi sauter ce qu'il appelle le positionnement, c'est-à-dire le fait de prendre que chaque joueur autour de la table prenne parti et fait et cause pour l'un des personnages, des protagonistes de l'histoire. Et en fait, dans mon expérience de ces jeux qui est déjà relativement importante, même si c'est impossible de prétendre en avoir fait le tour. Je dois dire que pour le moment, je suis pas du tout convaincu par ça. C'est peut-être parce que je suis un réactionnaire d'une ancienne école, alors qu'il y a déjà un nouveau truc qui se crée, mais pour le moment, je trouve que c'est pas engageant, c'est pas
aussi intéressant. Microscope ne t'a pas plu? Non. Non. Moi, j'ai aussi ce sentiment. C'est-à-dire, quand je regarde enfin, si j'imaginais un jeu de rôle entièrement fondé là-dessus, je pense qu'il me paraîtrait très inintéressant. Je le dis plutôt, un détour intellectuel pour ramener des techniques qui vont peut-être nous servir, comme ce que je racontais avec l'histoire du ninja, par exemple. Et je pense que, tu vois, un autre champ à explorer, justement, serait sans doute à l'opposé, c'est l'intériorité, quoi. Il y a encore très peu qui est fait par rapport à l'intériorité. Il y a Les cordes sensibles, quand même, de Frédéric Santès, qui est pas encore sorti, je te l'accorde, mais enfin, qui est disponible mais qui est disponible sur le très net, très longtemps, qui est abouti depuis très très longtemps. Donc, et ça, c'est pour le coup vraiment un jeu qui parle énormément d'intériorité. Mais quand on dit c'est pas intéressant, par exemple, un jeu dans lequel on fait sauter le positionnement et la synesthésie comme microscope, ça ne veut pas dire que il faut pas s'intéresser à. Du point de vue théorique, c'est très intéressant. Après, ça ne t'intéresse pas, Fabien, en tant que joueur, c'est ça. Plus exactement, ce que j'aurais envie de dire, c'est que pour le moment, à mon sens, on n'a pas encore trouvé le moyen de rendre ça aussi intéressant que. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, bon, revenons à la définition de ce que c'est que le jeu de rôle. Fiction créée à plusieurs, partagée et encadrée par des règles, et dans laquelle on ne revient pas sur ce qui a été dit précédemment. Microscope est un jeu de rôle. Si on y ajoute le positionnement de Frédéric Santès, c'est-à-dire l'obligation que dans le jeu de rôle, il y ait également un positionnement qui se fasse vis-à-vis d'un protagoniste ou de plusieurs protagonistes dans l'histoire. Laisse-moi finir, Fabien. Et ben dans ce cas-là, on obtient un autre jeu de rôle. Toi, ce que tu dis, c'est que pour l'instant, tu es dans le jeu de rôle avec le positionnement tel que le voit Frédéric Santès, et que tu n'as pas encore passé le cap de la définition, aller jusqu'à la définition Wikipédia la plus générale possible. C'est-à-dire que pour toi et pour moi aussi, d'ailleurs, Fabien, je te rejoins dans ton réactionnisme. Pour toi, Microscope, c'est finalement la création d'un livre à plusieurs. Mais au sens voilà, et pas tellement la création, et pas tellement du jeu de rôle. Et parfois dans certains jeux ça touche même au texte à trous, quoi. C'est-à-dire la machine à saucisses. Voilà, c'est ça. Tu remplis juste avec du contenu des choses qui sont prédites. Cela dit, sur l'utilisation de la définition, je crois que c'est important de ne pas définir le jeu de rôle. Parce que justement, à partir du moment où tu définis, on en a tous une idée. C'est un peu comme toi qui es Wittgensteinien, dans les recherches philosophiques, à un moment, il parle de ce que c'est qu'un jeu, et il dit en réalité, il y a aucune définition du jeu qui marche, parce qu'il y a toujours de nouvelles exceptions. Mais en réalité, à l'aide d'une pratique du jeu, on a une conception, chacun flou, mais c'est juste qu'on peut essayer si tu veux, la définition sert quand même parfois à délier certains nœuds et certaines discussions et débats qui ne mènent nulle part, juste parce que les gens s'entendent pas sur la définition. Mais il vaut mieux à ce moment-là faire un éclaircissement qu'une définition. T'écoutes un podcast sur deux personnes qui te parlent de chameaux et d'éléphants et qui en fait parlent tous deux de cheval, je veux dire, c'est super chiant parce qu'en fait c'est juste qu'ils ont pas le bon mot, et puis sitôt que tu délierais sitôt que tu leur expliquerais la définition claire de l'objet dont ils sont en train de parler, la conversation. Tu disais que dans ta définition qu'il y avait plusieurs personnes. Il y a eu des travaux de The Forge et d'autres pour faire des jeux de rôle en solo. Et notamment un très très beau jeu qui s'appelle Beloved de Ben Lehman. C'est des jeux qui sont très très particuliers parce qu'il y ait des entités à la limite n'empêche pas la définition d'exister par ailleurs. C'est-à-dire que une définition n'est pas enfermante. Non, on peut être en marge d'une définition. On sait très bien aujourd'hui qu'il existe des choses qui sont entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. On le sait tous. Alors, pour autant, les définitions sont pratiques pour avoir des points de départ en discussion. J'ai la sensation qu'en pratique, les définitions, chaque fois que quelqu'un m'a défini le jeu de rôle, c'était pour m'expliquer que ce que je faisais, ça n'en était pas, quoi. Et donc pour m'exfermer d'un peu de sa pratique. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont plus consciencieux et plus honnêtes comme toi, mais je trouve que définir une pratique sociale, c'est risquer de l'empêcher d'évoluer et de dire il y a une limite au-delà de laquelle c'est plus du jeu de rôle. Ok, c'est un point. Enfin, ça se discute, je pense, mais c'est très intéressant de soumettre cette idée à nos auditeurs. Moi, j'ai plein de choses à dire sur le sujet. D'abord, je tiens à dire, je suis très surpris. Je m'attendais pas du tout à la tournure que prend cette conversation. Moi, quand on me parle des champs à explorer, je pense à cette phrase immobilisante qui m'a personnellement très très immobilisé lorsque j'étais jeune créateur de jeux, qui est en jeu de rôle, on a tout inventé, tous les univers ont été explorés, etc. Et je sais qu'en tant que jeune créateur, il y a un problème qui survient assez rapidement, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, cette époque-là, c'est fait, cette époque-là, c'est fait, ça, on a exploré. Alors après, on peut faire des trucs combinatoires, genre Cowboy Zombie à la Renaissance, et puis ensuite Cowboy Zombie contre les extraterrestres. Voilà, avec de la fantaisie. Ça existe déjà. Voilà. Alors en fait,
Je sais pas, ça existe. Le vrai problème, il est là, c'est qu'il y a un côté très castrateur dans ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous dit j'ai fait telle chose, c'était original, il y a toujours un rôliste ou un encyclopédiste du jeu de rôle pour se lever et dire non, ça existe déjà quelque part. Et là, mon message et ce que je veux vous dire, c'est on s'en fout que ça existe déjà. Ce qui compte, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est la façon dont on va mettre le focal sur le truc. Donc, les champs qui restent à explorer, j'ai envie, ils sont innombrables en fait. Et c'est un peu comme le nombre de sociétés dans l'humanité, quoi. On en connaît deux. En réalité, on imagine qu'il y a eu des tas et des tas de règles différentes, des tas de sociétés différentes qui ont existé. Là c'est pareil en jeu de rôle, les champs à explorer, c'est même plus des champs, c'est des alors juste un truc que je voudrais dire, c'est que la démarche de dire on va créer un nouveau jeu de rôle, on crée un nouvel univers avec une espèce de combinatoire où ça va être fantasy victorien avec des vampires et des zombies ou enfin tout ce que tu peux imaginer de différent. J'ai la sensation que c'est un héritage de l'époque où le système on n'était pas convaincu que le système comptait, et donc l'endroit où tu pouvais vraiment changer quelque chose, c'est en proposant un univers différent. Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense que... Ça a déjà été dit dans les podcasts de Je pense que, par exemple, le politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité, comment on interagit, ou un autre truc que je trouvais intéressant dans une autre partie qu'on a faite, c'était comment est-ce que celui qui filme cesse d'être impliqué dans les événements qu'il filme. C'est par exemple des propos qui, à mon sens, mériterait d'être encore exploré davantage. On trouve ça si pour vous en figurer un exemple, on trouve ça dans le projet Blair Witch, où la nana, les gars lui disent non mais arrête de filmer, c'est plus rigolo, on s'amuse plus, et la nana dit oui mais je filme, et si j'arrête de filmer, je vais avoir l'impression que j'y suis vraiment et que ça va me faire encore plus peur. Mais il y a un mais, je pense que ça vaut la peine aussi de créer un jeu de rôle parce qu'on a des très bonnes idées de background pour commencer. Tu vois, tu peux te fonder sur une impression. Enfin, on peut partir de plein de directions, mais je pense que quelqu'un qui a du background solide, style Mathieu Gaborit, faut pas que ce soit castrateur. C'est ça. Mathieu Gaborit, il a des idées excellentes sur comment la magie peut exister, sur certains secrets du monde, sur un certain climat. Je pense que ça lui vient avant tout comme une idée de background, et puis ça fait du très bon jeu. Mais après, il faut construire une expérience de jeu après. Je te donne un exemple. Par exemple, tu te parlais des fiches qu'on inverse au début du truc. Tu avais l'air de trouver ça très innovant. Je crois que alors je suis pas sûr, mais je crois que par exemple dans Rétro Futur, il y a déjà des contre-coups schizoïdes qui font précisément cet effet-là. Donc je pourrais te dire non, c'est pas innovant, ouais. Alors après ça revient à dire que surprendre ses joueurs, c'est pas forcément innover, c'est aller chercher un truc qu'ils ne connaissent pas. Et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on peut être totalement pas créatif du tout et aller chercher de quoi surprendre les joueurs dans du travail qui a été fourni sur Internet, en téléchargement, etc. Je dois dire aussi que j'aimerais mettre en garde nos auditeurs contre ce que j'aimerais appeler le gadget. C'est-à-dire que quand on crée un jeu de rôle, quand il s'agit d'un scénario, c'est autre chose. Mais disons que faire tout un jeu sur un truc du genre, on va utiliser des D30 ou bien on va utiliser et que ce soit presque l'unique justification d'un nouveau champ à explorer. C'est ça, tu fondes pas ton jeu de rôle sur une idée de background, comme tu fondes pas ton jeu de rôle sur une méthode technique. Voilà. Tu fondes ton jeu de rôle sur probablement des scènes, des impressions, des discussions que tu as envie de susciter. Une expérience de jeu, en fait. Une expérience de jeu que tu as envie de susciter. Je pense que c'est. Et tu vois, par exemple, si on prend les jeux qui ont vraiment, je trouve, ouvert les possibilités de jeu, il y a vraiment Breaking the Ice d'Emily Kerbos, qui est un des premiers jeux, qui est, je crois, un des premiers jeux à avoir dit, on va parler d'amour et d'érotisme, qui reste un sujet sous-exploité, je trouve. Et je trouve, il y a on va se lancer des fleurs pour nous-mêmes, mais après tout, on est un peu là pour ça. Il y a Prosopopée de Frédéric Sintès. Pour le coup, qui vraiment là est un jeu dans lequel pour la première fois on a dit si on arrêtait d'être en concurrence, quand on va collaborer, et puis on va se faire un espèce de jeu de rôle super cool où on se fait plein de câlins à travers le système, où on invente des choses super belles et qui va lentement. Donc vraiment un jeu de rôle non violent, ce qui est pas si évident. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu encore qui ont vraiment ouvert des... Polaris.
Polaris de Ben Lehman. Polaris, c'était vraiment intéressant sur la manière dont il a. Et tu vois, Polaris, pour le coup, c'est vraiment des campagnes super super longues. Hein. Ou Blistage de Ben Lehman, pareil, c'est vraiment mais j'entends bien ce que tu dis. C'est des campagnes super longues, mais c'est une ambiance précise, très cadrée, qui reste maintenue dans cette ambiance-là tout le temps. Okay, alors on peut jouer à plusieurs jeux différents pour varier. Et l'action peut être très très différente. L'action peut être très diverse, mais on va rester vraiment dans une couleur très marquée, dans une ambiance très marquée, dans un climat à la table très marqué. Et c'est une très bonne chose. C'est juste que pour moi, un champ que j'ai le plus envie personnellement d'explorer, c'est un jeu de rôle où ça va fort changer, quoi. Parce que mes campagnes d'étudiants, c'était des campagnes qui se construisaient sur 3 ans, et le fait que les personnages aient cette histoire et ce vécu ensemble permettait que chaque partie suivante prenait une résonance particulière avec tout ce vécu et toute cette histoire. Et pour autant, comme on est des êtres humains et qu'on change, on avait sans doute envie d'aborder des questions différentes au fur et à mesure que la campagne évoluait et que les années passaient. Bon, on va se lancer. On a déjà parlé suffisamment de Dogs, puisque Dogs est quand même. Dogs, ce qui est intéressant, je trouve surtout, c'est le côté transgressif de l'univers, quoi, de dire on va jouer des Mormons au 19e siècle. Au début du 19e siècle, il n'y a même pas d'électricité ou de... Et les traits, c'est pas lui qui a inventé le concept de formuler ta carac. Je sens que c'est Hero Wars, non? Sans doute que ça devait déjà exister avant. Ça devait déjà exister avant. C'est le moment où j'ai senti à quel point ça pouvait être cool. En tout cas, ça, je sais pas quel est le jeu qui a lancé cette histoire de trait, et honnêtement, je m'en fous, mais le trait en lui-même, ça a ouvert des perspectives incroyables en termes de jeu de rôle. Ça, oui, t'es pas en train de mettre un chiffre à côté de ta carac, t'es en train de d'écrire ton personnage et de faire en sorte que dans la partie, tu seras amené à le jouer comme tu l'as pensé. Donc ça, c'est vraiment... pour revenir sur... c'est pour ça que parfois je grogne un peu contre les volontés de changer l'univers de Dogs. Déjà parce que je trouve que l'univers est très très bien... est tout à fait en cohérence avec le système de jeu, mais vraiment à un niveau extrêmement intime. Et par ailleurs, voilà, ce jeu qui dit je vais vous faire jouer un jeu extraordinaire dans un univers qui n'est pas entre guillemets fun. Qui est pas spectaculaire, qui est pas coloré. Je trouve que c'est très fort. C'est l'ouverture d'un champ et qui est vraiment vraiment intéressant. Inspectors aussi, à sa manière, qu'on a testé récemment à la cellule avec. Avait été tout à fait un jeu qui a ouvert beaucoup de choses à son époque. Ouais. Absolument. Mais alors, est-ce que la question, c'est envie de vous poser là? Boule de cristal. J'aurais aimé parler de Sens aussi. Je sais que t'aimes pas trop l'autopromo, mais... il y a un podcast par mois déjà sur le jeu. On en parlera dans un podcast sur moi, en tout cas, ce que Sens m'a apporté, c'est... parce que j'étais un peu... à l'époque, je me disais, tiens, j'aimerais bien mélanger philosophie et jeu de rôle, ou finalement, ça a été sociologie et des jeux de rôle, puisque le jeu qui me motivait à l'époque, c'était Monostatos. Et quand j'ai lu Sens, je me suis dit, voilà... D'un seul coup, j'arrive à trouver quelqu'un qui en fait a déjà fait le travail auquel je suis en train de penser, et que vraiment tout ce travail de métaphysique était, je pense, pas fait jusque-là. C'est-à-dire un jeu qui réfléchit explicitement sur lui-même, qui dit explicitement, voilà, les joueurs ont une place eux-mêmes dans la fiction, etc., etc. Le meneur de jeu, c'est quelqu'un de particulier. J'ai l'impression que ça avait déjà été fait, mais que ça n'avait pas été autant au cœur du jeu. C'est-à-dire que par exemple, il y a déjà des théories, si on lit par exemple certains fanzines de Hagon au sujet du meneur, qui serait le masque, etc. Il y avait ça. Il y avait également, on retrouvait également cette pensée dans des jeux comme Chimère, Hurlement. Oui, c'est vrai, exact. Chimère et Hurlement, dans Nobilis aussi, quelque part, il y a des idées comme ça. D'ailleurs, un des Nobilis très importants de l'univers de Nobilis s'appelle Sens. C'est intéressant. Ah, je savais pas ça. Okay. Justement, c'est un des Nobilis qu'on peut pas remettre en question parce qu'il est fondamental. Enfin, il y a plein de trucs super. Il y a des crossovers possibles. D'accord. Mais bref. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Ce que je veux dire, c'est que dans Sens, c'est juste que je l'ai mis au centre du jeu, tu vois. On joue avec ça. Mais c'est pas nouveau, tu vois. Et ça, c'est un truc essentiel quand on parle des champs à explorer, c'est qu'on a la sensation que dans ce podcast, on va traiter de quelque chose de fondamentalement nouveau et original. Et c'est pas forcément ce qu'on veut dire ici. C'est-à-dire que il suffit pas, un univers original n'est pas suffisant pour créer de l'originalité. Oui. Comme une méthode originale n'est probablement exactement. pas c'est ce que j'allais dire ensuite. C'est pour ça que c'est complexe, parce que c'est vraiment une Pardon, tu voulais dire quelque chose, Amélie? C'est quelque chose. Excuse-moi.
Oui, il faut pas que tu te laisses bouffer par les grands parleurs. Je le dirai. Ça marche. Elle est là à l'affût, prête à nous sauter dessus quand on est trop prétentieux et trop con. C'est clair. Oui, c'est vraiment une question d'expérience de jeu, comme ce qu'on disait tout à l'heure avec. C'est-à-dire que moi, souvent, un nouveau jeu me prend. Il m'arrive de rêver de nouveaux jeux. Ça m'est arrivé la nuit dernière, par exemple. Mais ça, c'est un autre problème. Mais par exemple, il m'arrive souvent, durant une partie, il y a d'un seul coup un moment, une espèce de moment un peu épiphanique, quoi, où les joueurs échappent presque au jeu et puis se mettent à raconter des trucs ou à utiliser les règles d'une manière auquel personne n'avait pensé. Et puis ça crée une expérience, d'amour, d'érotisme. On appelle ça du gameplay émergent en jeu vidéo, et je pense qu'on peut en parler aussi en jeu de rôle. C'est presque de la sérendipité de jeu de rôle, quoi. Et souvent, je me dis, par exemple, pour La Saveur du Ciel, c'était aussi venu de moments où on décrivait à fond ce qu'on mangeait et le plaisir qu'on avait à manger. Et puis je me suis dit, on pourrait en faire tout un jeu de rôle à partir de ça, quoi. Allons-y. Ça aussi, c'est des thématiques on s'y attend pas, tu vois, des trucs à explorer. Tiens, la cuisine. Enfin, en jeu de rôle, je sais pas, ça semblait pas évident. Et en fait, depuis que La Saveur du Ciel est sortie, on voit qu'en fait, si, ça se prête. Moi, j'ai envie de souligner les mérites de jeux à qui on va pas reconnaître une géniale nouveauté technique, mais qui, pour moi, les ont combinés d'une façon très intéressante. Je pense par exemple à Patient 13, qui aborde d'une façon très intéressante la manière dont il va gérer la frustration du joueur, j'en dis pas de plus, qui en même temps a un système qui est pas mauvais. Moi, je trouve pas que ça casse des briques, mais ça se joue, quoi. Et puis un univers vraiment très original, et dans les conseils aux meneurs de jeu, des conseils pour finalement faire du jeu des choses très différentes selon la manière dont la table va recevoir le jeu au moment où il va le leur proposer. Ouais, finalement, ce qui est intéressant dans Patient 13, je trouve, avec le recul, parce qu'il faut savoir que j'avais joué à Patient 13 avec un copain, avec 10 copains, avant même qu'il soit sorti, quand il était encore sur le site de Dino en téléchargement. Donc, d'accord. Et donc, j'y ai beaucoup pensé depuis. Et je crois que ce qui est vraiment intéressant dans Patient 13, c'est qu'il y a presque une réflexion sur le jeu de rôle qu'on peut tirer de l'univers, parce que finalement, c'est un univers qui est totalisant. Un peu comme My Life with Master, qui est pareil. Voilà, c'est pas balancer des trucs trop précis sur l'univers. Oui, d'accord. Pour gâcher du plaisir. Hein. Oui, ok, mais tout le monde sait que ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Dans un hôpital psychiatrique. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est dans un hôpital psychiatrique et c'est flippant. Et que tu étais censé jouer des malades mentaux, en fait. Et il y a une discussion et un questionnement autour de la folie qui est évident. Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que ça veut dire que le meneur de jeu peut prendre possession d'absolument tout, quoi, des joueurs, puisque il peut déterminer ce que les personnages doivent faire et à quel moment. Il peut déterminer leurs émotions et leurs volontés, puisque justement la maladie leur échappe. Enfin, je crois qu'il y a une critique tacite du. Je sais pas, mais en tout cas, il y aura des choses qu'on pourrait tirer. Il y aura un enseignement presque qu'on pourrait tirer de Patient 13 et une réflexion qu'on pourrait avoir à partir de cette. Comme dans My Life with Master. Mais alors dans My Life with Master, c'est explicite. Ça me fait penser à une technique de meneur de jeu d'un certain meneur de jeu qui s'appelle Moulambo à Bruxelles, et qui a une idée géniale pour Patient 13 que je conseille à tous ceux qui jouent à Patient 13. Il a imprimé des photos de gars avec des têtes de fous, avec des têtes assez dérangées sur Internet. Et il a mis, mettons, 30 hommes et 30 femmes avec des têtes franchement dérangées. Et puis, il t'invitait à retourner un certain nombre de photos, mais pas 10 000, quoi, peut-être 4 ou 5, je sais plus. Tu choisissais une des photos et ça allait être ton personnage. Et c'est une expérience de jeu complètement différente que d'être en train de regarder la photo d'une personne et de te dire je joue ce type-là. Et c'est une très bonne façon de te faire jouer la folie, parce que la folie est sur le visage de la personne que tu regardes et dont tu as la photo, et ça apporte un plaisir de jeu différent que d'être en train d'essayer d'interpréter une photo que tu as sous les yeux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Pour moi, ça créait un champ à explorer. C'était quelque chose que j'avais jamais vu personnellement. Et l'expérience de partie que j'ai eue par ce biais-là a été vraiment très intéressante. Alors justement, tu as raison de souligner ça. C'était un point que je voulais aborder. Parmi les champs qui restent à explorer, je trouve, en matière de jeu de rôle, c'est l'utilisation du matériel.
Je trouve qu'il n'y a pas assez de réflexion en jeu de rôle sur l'utilisation du matériel. Il y a une dominante massive qui est que le jeu de rôle, ça se joue avec des dés. J'entends même parfois certaines vieilles émissions qui datent de longtemps où des gens disent carrément s'il n'y a pas de dés, c'est pas du jeu de rôle. C'est à l'époque où Nobilis, Ambre et tout ça existait et où les gens le contestaient. Les cartes commencent de plus en plus à être utilisées, notamment par des éditeurs comme John Doe. On sait que Grumpf, avec Oltré, grand friand des cartes, il a expliqué et eu l'occasion d'expliquer au cours de tous les one-shots qu'il a enregistrés avec nous le bien qu'il pense des cartes. Mais je pense honnêtement qu'il y a un vrai travail à faire autour du matériel et que ce travail à faire autour du matériel va progressivement nous ouvrir vers d'autres voies que sont le forum, l'internet, le jeu vidéo même, avec l'arrivée notamment de super logiciels de réalité virtuelle comme l'Oculus. On peut tout à fait imaginer un jour un GN qui se passe à l'aide d'une carte mappée via l'Oculus, etc. Et je pense que les révolutions à venir en matière de jeux de rôle vont être des révolutions d'ordre technologique liées au matériel. Là, je sors la boule de cristal puisque on parle des champs à explorer et tout. Moi, j'essaye de faire un peu de Madame Irma. Ça me ramène à une question que je voulais poser. C'est en fait, est-ce que l'avenir du jeu de rôle, c'est de rester du jeu de rôle. En fait, enfin, est-ce que les trucs, voilà, parce que moi, clairement, j'ai la tête en plein dans le jeu que je suis en train d'écrire, qui est une campagne mêlant jeu de rôle GN, enfin des parties de jeu de rôle, des parties de GN, mais aussi un forum roleplay et des mails envoyés aux joueurs et tout et tout. Et je sais bien que c'est pas du jeu de rôle. Ça c'est. Mais moi, c'est tout en ce moment, je pense à ça et je développe ça et tout ce que j'imagine de moi, si j'écrivais un jeu de rôle maintenant, ce serait quelque chose qui serait pas autour d'une table, qui serait, enfin le truc auquel moi je pense, mais qui n'est plus du jeu de rôle, c'est ne plus être autour d'une table, c'est avoir quelque chose au jour le jour. Et tout à coup envoyer un mail à mes joueurs qui le replongent dans l'histoire, donner un rendez-vous, convenir de rendez-vous d'abord, mais essayer de faire des choses qui sont justement, qui utilisent ce que j'ai appris en GN en fait et les modes de fonctionnement du GN. Donc c'est plus de jeu de rôle. On n'est plus dans le thème en fait. C'est toujours un peu le problème dès qu'on veut innover, nécessairement on transgresse les limites du média. Ce qu'on connaît déjà, mais moi je tiens beaucoup à cette position militante qui est de dire continuons d'appeler ça du jeu de rôle pour le faire évoluer, pour augmenter ça, comment dire. La définition du jeu de rôle, elle va changer régulièrement en fait. Mais oui, et ça c'est vachement important qu'elle soit aussi plastique que possible. Moi j'avais proposé à un moment de dire c'est du jeu de rôle à partir du moment où l'auteur, le créateur dit que c'est du jeu de rôle. Parce qu'en fait, ça renvoie à la perception et aux références que l'auteur s'est donné lorsqu'il a créé son jeu. Pour autant, Amélie, dans les expériences... Alors ça, c'est une vraie tendance qui se dégage à l'heure actuelle. Si on parle du jeu de rôle des années 2010... 2020, je suis sûr qu'on parlera de la réalité augmentée, du jeu de rôle en réalité augmentée, parce que c'est une vraie tendance. On voit de plus en plus des sites qui se montent, et même des jeux vidéo, des créateurs de jeux vidéo, des gens comme Eric Viennot, par exemple, qui créent des jeux vidéo qui commencent à avoir des implications dans la réalité. Assassin's Creed, qui récemment casse le 4e mur et essaye d'impliquer le joueur. Des jeux vidéo comme Metal Gear avant, qui ont été également fondateurs à ce niveau-là. On sent qu'il y a... Mais tu me fais quand même un peu flipper avec ça, hein. Ça me fait vraiment pas envie. Ah oui, je sais bien, Olivier, mais je pense, et pour autant, je pense que ça reste du jeu de rôle selon la définition Wikipédia, toujours de fiction créée. Par exemple, le projet que tu es en train de travailler en ce moment, Amélie, pour moi, ça ne fait pas de doute que c'est du jeu de rôle. C'est pas du jeu de rôle sur table, mais c'est du jeu de rôle. Le GN, c'est pas grandeur nature que ça veut dire, c'est jeu de rôle grandeur nature. Il y a des parties de jeu de rôle sur table qui viennent compléter ce qu'on ne peut pas jouer en GN, puisqu'on a des limitations en GN qui sont mais physiques. C'est un truc biker, on peut pas faire les runs à moto parce que j'ai pas de Harley à disposition, je n'ai pas les moyens de faire passer aux joueurs leur permis moto et on n'a pas envie de... Enfin voilà. Et donc j'ai déligné. C'est pour ça que dans ma campagne, enfin notre campagne, parce qu'on est trois avec Xavier et Camille à bosser dessus, mais on a mis au point des systèmes qui permettent de passer de l'un à l'autre, sauf qu'en fait on teste, on ne sait pas si ça va fonctionner. Le passage du GN au jeu de rôle, c'est également, à mon avis, parmi les champs à explorer ou qu'on explore. En fait, là on est moins dans les champs à explorer que les champs qu'on explore à l'heure actuelle. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est une vraie tendance quoi. Aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent faire. Mais moi, ce que je visualise clairement pour le jeu de rôle que moi j'aimerais créer, c'est avoir ma table, avoir mes joueurs autour de ma table et travailler. Et c'est uniquement en campagne que je visualise sa campagne, donc avoir ma campagne et puis à un moment donné appeler un de mes joueurs en lui disant tiens, on convient de tel jour où tu dégages 3 heures de libre pour jouer à tel moment.
Et là, l'appeler, le surprendre, lui dire tiens, t'as rendez-vous dans un bar, lui donner rendez-vous dans un endroit où un inconnu va venir et lui offrir une super scène de roleplay. Et où il n'y a même pas besoin de sortir CD. Mais c'est du jeu de rôle, vraiment, ça. c'est Amélie, juste. Ouais, mais voilà. Mais... N'aie pas peur. Ouais. Ça reste du jeu de rôle, vraiment. Là où, pour moi, quand elle parle, ça me fait envie, et quand toi tu me parles de réalité augmentée, ça me fait peur. C'est que je tiens à aucune définition du jeu de rôle, je m'en fous, mais complètement. Par contre, le seul moment où je sens que je marque botte et qu'il y a quelque chose que je veux défendre, c'est que, je l'avais déjà dit dans le podcast sur la saveur du ciel, pour moi, le jeu de rôle, c'était intéressant justement parce que c'est un bloc de cire plus dur à graver qu'un autre. C'est-à-dire qu'on est obligé d'y amener plus, de faire un effort. Et dans l'effort que tu fais pour imaginer, en réalité, tu apportes plein de choses de toi qui vont te revenir en retour. Que tu rapportes, tu gagnes, c'est un peu l'auberge espagnole. C'est ça, une partie de L5R, je me suis aperçu que je décrivais peu les Oni, mais que par contre, j'ajoutais des tas d'adjectifs pour dire à quel point ils étaient horrifiants et monstrueux. Et on a fait l'effort par la suite, donc les Oni, les démons de cet univers, on a fait l'effort par la suite avec les joueurs de voir comment chacun avait imaginé l'Oni non décrit. Et chacun y avait mis beaucoup de lui-même, et donc on s'offrait en fait une expérience particulièrement intense par le fait que tout nous était pas donné à voir. Et donc c'est là que le jeu vidéo me fait un peu chier, parce que le jeu vidéo fait l'essentiel des... Pour autant, Olivier, tu verras, tu pourras pas... on se rejoint autour de cette table dans 15 ans, je te donne rendez-vous dans 15 ans. Et tu verras, le jeu de rôle aura énormément évolué de par l'arrivée des technologies de la réalité virtuelle. Je dis pas le contraire. J'en suis convaincu. Ouais. Et aujourd'hui, on l'observe déjà avec le MMORPG. Et on en discutera. Après, ce sera peut-être pas le jeu de rôle que nous aimerons, mais ce sera une vraie tendance, une vraie. Et donc là, il y a des champs à explorer. Et moi, je trouve que ce serait dommage que des gens comme nous, qui sommes déjà des créateurs de jeux de rôle, on reste campé sur notre jeu de rôle sur table et qu'on n'aille pas quand même voir dans la réalité virtuelle ce qu'on peut trouver, parce que je suis sûr qu'il y a matière vraiment à faire de belles explorations et de belles découvertes dans ce champ-là. Attention aussi à ne pas se limiter. Quand on parle des champs à explorer, attention à ne pas se limiter soi-même. Ça, Fabien, il l'a dit en sourdine tout à l'heure. C'est exactement ce que j'écrivais, ce que je suis en train d'écrire sur mon carnet. Bah écoute, vas-y, poursuis, je t'en prie. Simplement que tu l'as dit en sourdine, donc oui, simplement. Les champs souvent qui restent à explorer, c'est ceux qu'on ne veut pas explorer soi-même. En fait, je crois que ce qui est important pour ouvrir de nouveaux champs, c'est d'identifier les contraintes qu'on se donne inconsciemment. C'est-à-dire, par exemple, un truc dont j'aimerais parler. Découvrir ses propres déterminismes pour gagner de la liberté. Mais en même temps, ça ne veut pas dire ne pas avoir de convictions. Et Dieu sait que moi, pour le coup, en jeu de rôle, j'ai des convictions sur lesquelles. Mais être plus exactement, être conscient de ces déterminismes, et puis après les faire aller jusqu'au bout ou pas, les jouer ou pas. Moi, je crois que le jeu de rôle doit être plus qu'un divertissement. Ben voilà, c'est un truc auquel je tiens très fort. Mais après, c'est vrai que c'est important à un certain moment d'être capable de se dire bon, ok, peut-être que là, je suis allé jusqu'au bout de ma conviction. Peut-être que je vais retourner vers du jeu de rôle traditionnel, ou en tout cas m'intéresser à ce qui me plaisait là-dedans et voir comment je peux l'intégrer à mon. Et donc après, enfin. En t'écoutant parler, je me disais aussi, voilà, moi, je pense que j'ai pas particulièrement envie de rajouter du matériel technique dans mes parties. Non, mais ça fait partie des champs qui restent à explorer. Tout en étant ouvert à ce qui se fait, en essayant de pas jouer le réactionnaire, justement, c'est pas forcément un endroit dans lequel j'ai envie d'aller. Les autres champs qui restent à explorer en termes de jeu de rôle, on parle du matériel sur la table, on parle aussi de où se situe cette table. Selon moi, il y a énormément de champs à explorer dans la place du jeu de rôle que la place que le jeu de rôle doit occuper dans la société contemporaine. Je m'explique. Si par exemple, à mon avis, on n'a pas suffisamment déplacé le jeu de rôle dans un contexte hors entre potes autour d'une table, dans la solitude, je crois que le jeu de rôle peut, toujours en termes de champs à explorer, je crois qu'on peut explorer quelque chose dans le positionnement de jeu de rôle, quoi. Pourquoi pas animer la prochaine table des ministres avec Emmanuel Valls et François Hollande avec du jeu de rôle. Pourquoi pas faire du jeu de rôle dans un hôpital, mais ça vous le faites déjà à l'hôpital Necker. Non, mais ce que je veux dire, c'est on sous-estime encore la place que le jeu de rôle peut occuper dans notre société, et que ça vaut mieux quand même faire du jeu de rôle en bonne compagnie, quoi.
Amélie, par rapport aux expériences à l'hôpital Necker, par exemple, tu en parlais en préparation du podcast, ça existe déjà, mais je pense qu'on n'a pas encore fini d'explorer ce champ-là, de ce que le jeu de rôle peut apporter à la société de par sa situation. Ouais, mais en même temps, là, pour le coup, ça n'a rien de novateur. Donc, pour résumer, j'ai organisé des initiations jeux de rôle à l'hôpital auprès d'enfants hospitalisés. Il y avait 2 types. Il y avait des tables avec des enfants qui pouvaient se déplacer. Il y avait le cas d'ados qui étaient coincés parce qu'ils étaient en isolement, ils avaient été greffés ou étaient en attente, étaient en mauvais état, pouvaient pas sortir de leur chambre et surtout pouvaient pas toucher des choses qui sont pas stérilisées, tout bêtement. Mais ce que j'ai fait là, c'est du jeu, et ce que d'autres font, c'est du jeu de rôle parfaitement traditionnel pour le coup. Mais non, mais justement, c'est ce juste que je veux dire, c'est apporter ça à un gamin qui est bloqué dans sa chambre et qui est complètement frustré de pas pouvoir bouger et tout à coup, la partie la plus fun que j'ai fait, c'est une ado qui voulait jouer du Buffy contre les vampires. Elle avait décidé qu'elle était Buffy au Japon et elle était stagiaire chez un mangaka et elle s'éclatait. C'est ça, tu vois, mais ça reste du jeu de rôle traditionnel. Oui, non, mais quand on parle des champs qui restent à explorer en matière de jeu de rôle, on parle pas forcément de champs internes. Là, on parle aussi de ça. Pour moi, c'est faire du jeu de rôle dans un hôpital ou faire du jeu de rôle dans un salon ou faire du jeu de rôle au quart monde, à des clochards dans la rue, par exemple, ce que j'ai fait moi personnellement, eh bien c'est un autre jeu de rôle, c'est autre chose, c'est lui donner un sens différent. Et justement, moi je pense que parmi les champs qui restent à explorer en matière de jeu de rôle, c'est aussi la situation du jeu de rôle. Et tu dis c'est pas novateur de faire du jeu de rôle, ok, ça reste du jeu de rôle traditionnel. D'une manière générale, on est dans un système traditionnel, mais ce qui est novateur, c'est l'endroit, le moment où on le pratique. Et là, il y a beaucoup de choses à explorer. Concrètement, est changé. Mais pour aller un peu dans ton sens, là tu parles j'ai l'impression que tu prends un peu une position extérieure du genre, qu'est-ce que le jeu de rôle peut apporter à la société si on le déplace de la table entre potes. J'ai aussi envie de dire qu'il y a un travail d'artiste et de créateur à faire en se demandant qu'est-ce que ça change par exemple, un projet que j'ai depuis longtemps mais que j'ai jamais réalisé jusqu'à maintenant, c'est de faire du jeu de rôle en randonnée. Parce que j'ai fait beaucoup de randonnées quand j'étais gamin. Exploris. Et alors il y a Exploris, oui, tout à fait, de Damien Casoni. Damien Casoni, voilà, qui est assez extraordinaire. Et pour le jeu de rôle en randonnée, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la randonnée te met dans une temporalité qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus comme quoi le contexte d'une partie peut être absolument. Regarde, dans la saveur du ciel, tu donnes à ta partie un contexte bien spécifique qui est le fait d'avoir faim. Et ça, par exemple, en termes de champs à explorer, il y a des choses à dire. Ça change les choses. Ouais. Bon, alors moi j'ai une question juste. Est-ce qu'il existe des programmes pour quand tu fais ton jogging, avoir tout à coup une attaque de zombies qui te pousse à faire ton stream? Est-ce que c'est toujours du jeu de rôle dans ce cas-là? Est-ce que ça rejoint ton truc de randonnée d'extérieur où quelqu'un te raconte une histoire et te fait réagir? Absolument. Moi, je te répète que je ne veux pas répondre à la question c'est du jeu de rôle ou c'est pas du jeu de rôle. C'est une expérience ludique qui après, si tu veux, on peut critiquer, dire c'est intéressant, c'est pas intéressant, mais s'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, qu'il y aille. Moi, je fais pas de jogging parce que le sport est interdit par ma religion, mais dans l'absolu, je trouve que ça pourrait être très très intéressant. Enfin, tu reçois un SMS et d'un seul coup, tu dois inventer quelque chose en termes de fiction, quoi. La question d'Amélie me fait réaliser que pour moi, le jeu de rôle, alors voilà, c'est et je reviens encore à ce que j'avais dit avant, mais c'est le travail que la personne fait elle-même. En réalité, le jeu de rôle, c'est pas le fait que tu reçoives dans ton casque audio des messages des zombies attaques pour te faire courir plus vite pendant que tu es en train de faire ton jogging du dimanche. C'est quelle histoire tu te racontes. Oui, c'est assez cool. Ouais. Ça existe avec autre chose que les zombies, je crois aussi. C'est quelle histoire tu te racontes entre les moments où tu dois faire des sprints. Si pendant tout le temps où tu es en train de courir, dans ta tête, t'es en train de vivre une expérience avec des zombies et tu te fais « Oh putain, cette maison-là, elle est en feu. Et maintenant, je vais traverser à travers les collines parce que je peux vraiment pas rester sur la route, il y a trop de zombies. » Et que t'es en train de te raconter le truc à fond. Pour moi, t'es en train de faire du jeu de rôle parce que tu fais ce travail d'imagination, de créativité sans support. Je trouve que c'est... Enfin, on avait... Pour aller un peu dans le même sens, on avait discuté un moment avec Morgane, qui a déjà parlé sur le podcast, et que Morgane Régnier. Ouais, tout à fait, que je salue amicalement. On avait discuté de la possibilité de jouer par SMS ou avec les nouveaux, je dis les nouveaux parce que moi j'en ai pas, smartphones, tu sais, où tu peux prendre une photo et en fait chaque fois que
que tu es dans la rue, par exemple, que tu trouves un truc que tu trouves beau, un bâtiment, une plante, n'importe quoi, tu le prends en photo et puis tu expliques comment ça s'intègre à un voyage ou un truc comme ça. Ce qui fait que la partie de jeu de rôle, ne s'arrête jamais et qu'en plus tu interagis avec d'autres personnes via un forum ou via une plateforme où tu réunis tout ça pour créer une fiction à plusieurs. Oui, bon, les trucs contemplatifs, ça t'éclate moins. Voilà. Non, c'est pas le côté contemplatif. Ce qui m'énerve, c'est le côté. C'est pas non plus parce que c'est nouveau que c'est chouette. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis passer par ce genre de médias, pour moi, ça fait rendre les choses plus ternes et moins intéressantes. Mais bon, c'est intéressant. Il faut pas que ce soit une fin en soi, mais c'est super intéressant d'avoir des moyens nouveaux à disposition et de se dire, tiens, est-ce que ces gadgets, si je l'intègre, ou est-ce que justement ça apporte un truc? Oui, voilà. Non, je reconnais. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, c'est mouvement d'humeur. D'accord. C'est toujours une question de quelle est l'expérience de jeu qu'on crée. Là, comme on n'est pas arrivé à trouver une expérience de jeu vraiment intéressante, on a abandonné le projet. Mais c'est juste pour dire qu'il faut vraiment travailler sur ce qu'on estime être des données du jeu de rôle. C'est pour ça que la définition me mérite un peu. Puisque j'ai le micro, je le garde. Sur un des projets que je développe, toujours le langage de Babel, j'aimerais beaucoup travailler sur justement dans une partie, on considère qu'il y a un début et une fin. Et j'aimerais bien que le jeu ait aussi des conséquences sur la vie quotidienne, dans le sens où on va activement et volontairement essayer de changer la manière dont tu parles, la manière dont tu vois le monde, pour que tu sortes du jeu en ne sachant plus trop si tu continues d'y jouer ou pas, ou en tout cas que le jeu ait toujours de l'influence sur toi après que la plus partie exactement soit arrêtée. Que le jeu t'est volontairement appris tout en s'amusant, que le jeu t'ait volontairement appris des trucs que tu vas pouvoir continuer à utiliser. Moi, ce serait dans une idée de repoétiser le monde, ou tu vois, de donner une en poétique, c'est-à-dire en étude de la poésie, on appelle ça essayer de connoter plutôt que de dénoter, ramener de la subjectivité dans le monde. Et que c'est ce que fait la meilleure littérature, donc oui, voilà. Si on doit réfléchir par comparaison, c'est intéressant. Il faudrait arriver à faire la même chose pour le jeu de rôle, mais à nouveau, ça suppose aussi de se questionner sur l'expérience de jeu, c'est-à-dire quel est le... sauf le jeu de rôle qui est vu comme un fast-food et qui te fait le même effet sympathique qu'un film d'action et qui est en soi pas ce qui m'intéresse le plus, même si ça m'intéresse aussi. De toute façon, déjà tous les jeux normalement produisent des expériences qui vont te travailler par la suite. Bien Ce sûr. qui est intéressant, c'est que ce soit intentionnel de réfléchir aux conséquences qu'aura la partie de jeu de rôle une fois qu'elle sera terminée entre guillemets. Ouais. Donc tout ce qu'on est en train de dire là au niveau des champs à explorer, ça ressemble quand même vachement au système. C'est-à-dire que là on parle à chaque fois de système malgré tout, parce que le contexte d'une partie fait partie du système, l'univers on sait que ça fait partie du système aussi, que les règles d'un univers font aussi partie d'un système, etc. Est-ce que parmi les champs qui restent à explorer, vous avez vu, moi j'essaye de on a aussi sortir la boule parlé de des cristal. champs purement techniques. Des champs purement techniques, mais justement matériel. Mais non, c'est bien. Vas-y, tu ramènes. Parmi les champs qui restent à explorer, c'est aussi les gens que l'on fait jouer au jeu de rôle. Alors ça, je suis d'accord que ça revient un peu à cette idée du contexte, du où, mais aussi qui. C'est-à-dire qui est-ce qu'on fait jouer au jeu de rôle. Et par exemple, moi je pense toujours à ma partie avec ces SDF, et on voit qu'on peut pas pratiquer le jeu de rôle de la même manière avec des SDF, même au niveau des thématiques et tout ça, qu'avec avec ses potes qu'on connaît depuis très très longtemps. Et parmi les champs qui restent à explorer, je pense qu'il y a aussi l'ouverture des gens, des joueurs de jeux de rôle à d'autres tables, à d'autres manières de jouer, à d'autres personnes. Par exemple, Olivier me disait hier quand on discutait que il était très très content d'avoir réussi à mettre pas mal de ses collègues au jeu de rôle. Et bah ouais, voilà, ça c'est un vrai champ à explorer. Moi je trouve. Et surtout qu'en fait, qui joue. Et j'ai l'impression que c'est vraiment aussi une question de conception de jeu, parce que j'ai déjà joué plusieurs fois avec mes parents à Monstatos, à Prosopopée, j'ai déjà joué à Breaking the Ice avec des cousins, de la famille, et je me rends compte que quand on n'a pas, une certaine culture de l'imaginaire, et deux, une certaine patience pour apprendre un certain nombre de normes et d'idées que nous on a tous naturellement, le jeu est beaucoup moins évident et on sent que les gens sont un peu mal à l'aise, gênés. Donc il y aura peut-être aussi un travail de jeu de rôle à dire, et si on faisait un jeu de rôle qui se passe dans un univers qui est accessible à tous, c'est-à-dire notre univers quotidien,
tu vois, ou qui fait référence à qui sans sombrer dans le côté un peu fan service, soit des références à des fictions que tout le monde connaît, qui font vraiment partie d'une culture un peu plus mainstream. Alors après, il faut se méfier parce qu'il s'agit pas non plus de faire plaisir, de flatter, enfin des choses que les gens connaissent déjà. Donc à fond, on regarde l'éducation dans les quartiers qui consiste systématiquement à ramener le gamin d'un quartier difficile à sa réalité de quartier difficile. Ah, c'est dur le racisme et tout ça, et toujours c'est fait avec les meilleures intentions du monde. Mais ce qui me semble qui serait plus intéressant de lui offrir, c'est justement un accès au théâtre antique, un accès à tout ça. C'est pas ce que je dis. Moi, je pensais plus à mes parents, tu vois, et je me dis jouer avec mes parents. Bon, en dehors du fait que ça c'est un vrai champ aussi qui reste à explorer. C'est la critique sociale en utilisant un univers qui n'est pas fictionnel, qui est vrai, c'est-à-dire il y a à quand, on en parlait un petit peu avec toi, Olivier, à quand un jeu de rôle où on amène des gens à jouer dans le quart monde. Toi, justement, Olivier et Grumpf aussi, je te l'annonce dans ce podcast, vous êtes tous les deux en train de travailler, faudrait que vous vous mettiez en relation, parce que vous êtes tous les deux en train de faire un projet quasi identique sur des journalistes, sur la manière dont le journaliste fait son travail. Alors le Grumpf, lui, il l'imagine dans un univers, je crois, cyberpunk, il me semble, alors que toi, tu l'imagines dans un univers plutôt contemporain. Non, ça a été en fait... on a déjà fait des parties, mais ça a été cyberpunk en fait, ou légèrement cyberpunk pour amener des... Vraiment, je t'invite à te mettre en contact avec lui. Je suis sûr que vous pourrez échanger des tas de choses là-dessus parce que vous êtes en train de faire chaque fois. Toi, tu me parles de ton jeu, lui il me parle du tien, et je fais putain, mais je sais plus qui est Olivier et qui est John Grumpf, tu vois. Donc non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je vous invite à vous mettre en relation. Et là, c'est très intéressant. Et pour moi, ça fait aussi partie des champs à explorer, c'est-à-dire les jeux qui explorent non pas des choses de la magie, de la fiction, loin de la réalité, mais des choses qui explorent des choses réelles, qui essayent d'émuler des problématiques existentielles que rencontrent certaines professions existantes. L'avocat, le journaliste. Ouais, à fond. Ça, c'est un truc qui effectivement, je m'étais fait la même remarque que toi, que c'était un champ très intéressant à explorer, parce que finalement, dans le rôliste, il y a quelque chose du voyeur qui voudrait comprendre ce que c'est que de vivre la vie de l'autre. Quelque chose du sociologue. Hein. Moi, mais après, on a la limite. Enfin, je sais pas si on peut trop parler, mais on a fait une partie thèse de Sphinx hier qui a pas été podcastée et tout. Mais donc moi, mon problème, c'est que j'ai joué une linguiste, mais je ne connais rien au terme de linguistique. Voilà, je trouvais super kiffant de jouer une linguiste, mais en même temps, j'étais complètement nulle en roleplay parce que ça, c'est un défi pour le système. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le système doit c'est difficile à mettre en place. Le système de doit façon arriver satisfaisante pour le joueur qui se rend compte qu'il est complètement un escroc sur ce coup-là. Quoi. Dans Sphinx, c'est pas le cas. Mais la sensation que j'avais. Dans le projet qu'on décrit, c'est exactement un problème de synesthésie. C'est-à-dire que il faut arriver à définir les enjeux fictionnels auxquels la profession d'avocat, de journaliste est confrontée, ou plus exactement ceux qu'on veut mettre en avant, puisque voilà. Et par ailleurs, il faut arriver à créer des enjeux ludiques qui permettent d'aller en convergence avec ces enjeux fictionnels. Moi qui donc suis avocat, je pense vraiment que c'est tout à fait possible de créer un jeu où d'un côté on aurait une mécanique sans doute qui tiendrait du langage un peu inspiré de la façon dont on fonctionne dans Polaris. On utilise un certain nombre de phrases qu'on ferait volontiers en poulet pour créer un peu de l'impression. Des moments de plaidoirie où en fait les joueurs s'exprimeraient et seraient un peu face aux autres comme public, et puis où enfin il y aurait par exemple comme thème fondamental du jeu l'idée de l'horreur de te retrouver face à la découverte que ce système d'état de droit est en fait un véritable mensonge pour beaucoup de gens, et que en réalité là où tu t'attends à trouver une justice, tu trouves simplement un système ultra cynique et ultra dur qui peut te broyer totalement, même si tu le rencontres avec les meilleures intentions et les meilleurs espoirs. Donc ça, je crois qu'il y a un truc à faire à fond, et je pense vraiment pas que la question du langage juridique puisse être une limite. Il suffit de le tuner un peu pour que les joueurs soient amenés à faire des phrases qui donnent l'impression d'être juridiques. Il n'est pas nécessaire d'être juriste ou journaliste
pour faire l'expérience de la dissonance cognitive que connaissent tous les journalistes et tous les avocats. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, jouer des journalistes et dire grâce à ce jeu, je vais émuler des sentiments qu'ils peuvent connaître. Il n'est pas nécessaire d'être journaliste pour émuler les sentiments dont il est question. Comme il n'est pas nécessaire d'être cuisinier pour jouer à la saveur du ciel. Exactement, c'est ça. Et ça reste c'est un champ à explorer. Parfois, tu as le plaisir de la qualité du roleplay. Et tu bien te sûr. Dis, j'ai fait du yaourt, là, ça va pas du tout, j'ai inventé des termes, est-ce que ça passe, ça a l'air de passer, je suis un escroc. Mais bon, il y a toujours moyen qu'on te propose, en fait. T'as envie de bien jouer ton personnage. Je sais bien. Mais pour revenir, pour aller un peu dans le sens de ce dont on parlait tout à l'heure, et de ce que le jeu de rôle peut apporter à la société, j'ai depuis longtemps l'envie de créer des jeux de rôle, que j'aimerais dire émancipateurs, c'est-à-dire des jeux qui permettent justement aux gens de s'interroger sur leur situation, sur leur déterminisme, et qui, à la fin du jeu de rôle, d'un seul coup, la personne a changé sa vision sur le monde et est plus consciente de ses propres déterminismes, donc plus susceptible de gagner en authenticité, d'être maîtresse de son existence. Donc, par exemple, les jeux de rôle émancipateurs à base de critique sociale ou critique artiste ou tout ce que tu veux, où tu t'es mis dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelque chose que, à mon avis, aussi une voie qui serait intéressante. Tiens, il y a un jeu qui s'appelle Choc que j'ai jamais essayé. J'y ai joué, Social Science Fiction. Oui, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit c'est génial. Et puis Joshua A.C. Newman. Écoute, donc pour rappeler aux auditeurs, c'est un jeu qui propose de faire de la science-fiction sociale. Très bien, Fabien, c'est bien. Beau réflexe d'expliquer à nos auditeurs sans que j'ai besoin de le rappeler. Bien, ça y est, tu commences à. C'est bien. Un bon point. Et donc c'est un jeu qui propose de faire de la science-fiction façon 1984, Le meilleur des mondes, comment s'appelle ce film là qui est sorti, Minority Report, The Island, c'est-à-dire il y a toujours un événement qu'on appelle le choc justement qui bouscule la société et qui la change. Ce choc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'arrivée des extraterrestres, ça peut être on n'a plus besoin de vieillir, ça peut être un milliard de trucs différents. Matrix, c'est presque un peu là-dedans aussi, tu vois. Et ensuite on explore ce que ça signifie. Pour y avoir joué, le système de création d'univers est formidable. C'est-à-dire que tu arrives au bout avec un univers génial. Mais honnêtement, l'exploration de l'univers à travers le jeu lui-même, donc la création de la fiction et pas seulement du fond fictionnel, j'ai trouvé que c'était assez peu intéressant. Aussi parce que Choc est plutôt jeune comme jeu. Oui, on sent qu'il y a des grandes idées. Moi aussi, je me rappelle qu'après l'avoir lu, je me suis demandé, mais en pratique, j'ai pas l'impression que ça peut me correspondre. Et en même temps, j'avais l'impression que ça m'avait éveillé à quelque chose d'intéressant. Mais voilà, il y aurait sûrement quelque chose de très intéressant à développer dans Choc, et puis peut-être à le tester plus. Donc, mais pour le moment, je suis pas convaincu. Parce que oui, effectivement, pour revenir à ce qu'on disait sur l'émancipation, c'est les fictions dont je parlais tout à l'heure, c'est toutes des fictions qui en réalité interrogent notre monde. Typiquement, 1984 dit un jour on arrivera à contrôler les gens par les trucs qu'ils craignent le plus. Et Le meilleur des mondes répond un jour on arrivera à contrôler les gens par les choses qu'ils aiment le plus, genre Internet, la bouffe, tout ce que tu veux quoi, hein, le sexe, etc. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'exploration des champs. Est-ce que vous voulez rajouter des choses ? Moi, j'aimerais aimer parler d'un truc encore qui a été un peu abordé par des jeux comme Polaris, des jeux comme Sens, et que j'aimerais beaucoup. Ça fait partie aussi des choses que je vais explorer plus dans ce fameux projet. Et je répète, c'est un projet, donc je sais pas si ça aboutira, du langage de Babel, mais qui est le rituel. Le rituel, tout à fait. C'est-à-dire alors je conspue ce terme d'immersion, mais hélas il existe. Mais disons que pour renforcer merde, je t'emmerde. Mais oui, moi aussi, je sais où t'habites, j'irai te casser les genoux. Mais moi, je dors où t'habites. La nuit, je t'observe pendant que tu dors et je prends des photos. Ok. Toujours est-il que le rituel, c'est-à-dire
plutôt que de déconstruire la partie, au contraire la construire extrêmement et puis essayer d'immerger, mon Dieu, les participants avec des mots-clés, avec des choses à faire. Par exemple, un truc auquel je pense, c'est demander aux joueurs de fermer les yeux, mais pendant toute la partie, parce que ça oblige à une concentration, ça oblige à une présence. Alors après, il faut trouver d'autres manières. Ça peut être quelqu'un qui tricote pendant toute la partie, tout en jouant. Ça m'intéresse. Tu pourras tricoter pendant les parties de. Et donc tricote déjà pendant les podcasts de la cellule. Je nie. Et donc, mais voilà, travailler sur le langage, et effectivement faire un rituel. Et moi, ça m'intéresse d'autant plus que j'ai la sensation que je l'avais déjà dit dans le podcast sur la service du ciel, il faut pas qu'en tant que laïc ou qu'en tant qu'athée, on laisse le sacré ou la transcendance aux religieux. Il peut tout à fait y avoir une transcendance ou un sacré athée ou laïque, et c'est pas du tout ni paradoxal ou contradictoire. Et que le jeu de rôle, par justement cet aspect où on se réunit, où on parle, où il y a un jeu de langage au sens de Wittgenstein, c'est une espèce de métalangage qui dit ce qu'on peut dire et comment on peut dire et quel sens ça a et à quel moment ça a du sens et ça n'en a pas. Eh bien, on touche à des rituels qui permettent sûrement d'avoir des expériences transcendantes, mystiques, extrêmement intéressantes et qui pour le moment ont été très peu abordées. Olivier, tu voulais ajouter quelque Moi, chose? j'ai une petite obsession au travers de plein de parties que j'ai fait. Je dis jamais jeu de rôle, je dis jamais des jeux spécifiques, mais vraiment chaque fois partie par partie. Comment pense un extraterrestre? C'est-à-dire comment pense le fondamentalement étranger? Comment pourrait se concevoir une pensée fondamentalement différente? Ça me paraît être un cap. Tu joues à Sens Néant. Sens Néant, c'est formidable de ce point de vue-là parce que on te dit pas. J'ai demandé une partie, on n'a pas fait alors. On fait ce qu'on peut. On se voit que pour 3 jours. Viens, pareil, je te ferai spécialement pour toi une campagne. Et tu vois, Sens Néant, ce qui est formidable, je vais en faire la pub à la place de Romaric. Ce qui est formidable dans Sens Néant, c'est qu'on ne te dit pas tu vas penser différemment, mais on va te dire parce que tu vas t'exprimer et parce que tu vas percevoir le monde différemment. Mais ça, c'est tout à fait ce qui m'interpelle. À ce moment-là, tu vas devenir autre. Tu vois. Oui. Et que là, il y a aussi parce qu'il y a un certain partage de propriété dans Sens Néant qui permet aussi de dire ce que tu vois et quel est et qu'en plus t'as tout un alphabet. Je dis ça d'autant plus que mon projet Langage de Babel est très très inspiré de Sens Néant. Mais c'est 1000 possibilités en fait. Ah bien sûr. Ce champ-là, rien qu'à l'explorer, tu peux faire. Je dis pas que Sens Néant le ferme, au contraire. Mais Sens Néant est sans doute celui qui va le plus loin de ce point de vue. Je dois dire qu'un des premiers jeux à avoir fait ça à ma connaissance, en tout cas moi qui m'a bouleversé, c'est Shan, qui actuellement d'ailleurs a une renaissance. On connaît une renaissance. On a des podcasts d'ailleurs de prévus encore avec Igor et tout pour l'année prochaine. Pour moi, un des premiers jeux à avoir exploré cette dynamique des sens différents implique des cultures différentes, c'est Shan. Et en plus, c'est dans une ambiance néocolonialiste où les humains sont les méchants qui viennent coloniser une planète. C'est vraiment très intéressant de se retrouver à la table avec des gens qui ont des races. Alors, j'aime pas le terme de race, je l'ai dit bien des fois à Igor, mais c'est comme ça qu'il les a appelés, donc voilà, je le dis. Là, c'est des races. Des ethnies, oui, non, c'est mais quand même. Tu dis race entre des humains que c'est bizarre. Je vais pas rentrer dans le débat. D'accord. Et en tout cas, c'est très intéressant de voir ces différentes cultures se confronter parce que justement, sensations différentes et donc vision du monde différente. Et What is like to be a bat, c'est un article très connu en philosophie analytique. Et là, c'est pareil. On se pose la question qu'est-ce que What is like to be a Volian, What is like to be a Chaniste, ou un cerveau dans une cuve, tous ces trucs-là. Non, mais voilà, c'est ça. À ma connaissance, c'est Shan qui a été le précurseur, le pionnier dans ce domaine, et je voulais le citer, voilà, pour pas non plus dire Sens Néant. Oui, il y a aussi d'autres jeux qui le traitent, dont certains qui font en Renaissance. Je sais pas si Shan Renaissance d'ailleurs, c'est un clin d'œil, je n'en sais rien. Je n'ose avoir ce manque de modestie. Est-ce que vous vouliez ajouter des choses sur les champs qui restent à explorer? Je vais en trouver 17 dès qu'on aura coupé les micros, mais ça n'arrivera de toute façon après. Donc. J'annonce donc le changement pour l'année prochaine vis-à-vis de la cellule. La cellule change de formule l'année prochaine. Alors,
Je sais que vous avez particulièrement aimé la cellule cette saison. Ce n'est pas mon cas. Cette année, j'en ai vraiment chié en termes d'organisation des podcasts, en termes d'échange de mails pour faire tout ce qui est de l'intendance, l'organisation et tout. Et donc du coup, j'ai l'intention de changer la cellule pour lui redonner un visage moins professionnel et plus authentique. Donc c'est motivé par plusieurs choses que je vais citer ici. Alors le nom de projet, c'est la cellule Unleashed. On ne sait pas encore ce que ça donnera. Comme mais The Force Unleashed. J'ai une liste de types que je voudrais insulter. Est-ce que tu me... Alors ce sera possible a priori. Un podcast Et ça parle pas du tout de jeu de rôle. Olivier sans censure. L'idée de la cellule Unleashed, c'est d'abandonner Jamais été censuré. la structure du mois, à savoir cette structure en one shot, ADN, garage. En gros, c'est abandonner tous ces titres d'émissions. Et il y a plusieurs motivations à ça. La première, c'est d'abord que le fait d'avoir des titres et de titrer les émissions, ça nous oblige, en tant que rédacteur de la cellule, à trouver à chaque fois des émissions à faire sur ces thèmes. Et donc, à la longue, on se trouve forcé de faire des podcasts sur des thèmes pour lesquels on aurait soit besoin de travail, soit besoin de motivation, et qui nous intéressent pas forcément. Mon idée avec la cellule, la nouvelle formule de la cellule, donc qui commencera la prochaine saison, c'est de faire en sorte qu'on ne parle vraiment que ce dont on a envie, que ce qui nous fait plaisir d'aborder, et pas qu'on aborde les choses parce qu'il faut le faire, parce qu'on est des professionnels qui devons aborder les jeux qui sortent ou telle émission sous tel angle, etc. C'est donc un retour de la possible digression, parce que du coup, il y a un thème bien sûr qui va structurer les podcasts, mais il sera changeant et il ne sera pas encadré par un cycle d'émissions sur C'est-à-dire que c'est une manière de revenir aux sources de la cellule et à son identité originelle, qui est exactement une discussion entre copains, entre potes. Et voilà. Alors je voudrais dire que Jean-Jacques c'est un gros connard, que Jean-Marie je t'emmerde. Pourquoi tu nous regardes Je regarde, j'attends votre réaction de manière angoissée. Non mais sérieusement, le truc que moi tu m'as dit et que j'ai trouvé important moi je t'ai dit ce serait dommage si ça voulait dire qu'il y a moins d'ADN, parce que l'ouverture vers des choses qui ne sont pas le jeu de rôle mais qui peuvent nous en apprendre sur le jeu de rôle, ça me semble être un des aspects les plus chouettes de ce qui se fait ici. Et tu m'as dit non. Justement, c'était une des raisons, c'est que nous on a de plus en plus envie en tant que rôliste d'aller s'attaquer à des problèmes qui sont pas nécessairement de l'ordre du jeu de rôle, et donc du coup on a aussi envie de multiplier les ADN. Résultat, avec Flavie cette année, on s'est retrouvé à faire plein d'ADN parce que ça se présentait, parce que les gens ils viennent chez nous, parce qu'il y a un auteur de BD qui vient chez nous, tac, on a envie de faire un ADN avec lui pour connaître son milieu, etc. Et ça a multiplié les ADN cette saison. Et pour ne rien vous cacher, il y a encore des podcasts ADN qu'on possède en ce moment sur l'ordinateur mais qu'on ne diffuse pas parce que vous comprenez, c'est l'ADN, il y en a déjà trop, alors du coup on peut pas les diffuser. Et ça nous frustre énormément. On a envie de faire ce qu'on a envie de faire et pas envie de faire ce que la grille nous impose de faire. Le professionnalisme, c'est bien, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, du coup, ça entraîne des relations avec des éditeurs, parfois même des relations publicitaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous écrivent, comme Amélie, par exemple, pour faire de la pub pour son GN sur les bikers. Je te paye comment, déjà? Là, tu ne me payes pas. Non, la pub, c'est trop. Non, mais c'est-à-dire que tu n'es pas la seule, si tu veux, envoyer des mails comme ça à la cellule pour que la cellule parle et ça justement j'ai envie de pouvoir répondre non parce que j'ai pas le temps, et c'est pas parce que j'ai pas envie. Je sais pas comment dire. Un des grands problèmes de la cellule, c'est que ça s'est monté autour d'un projet presque politique, autour de l'indépendance. Or, depuis le podcast sur l'indépendance volume 2, j'ai énormément de mal à tenir ma ligne éditoriale parce qu'il y a des tas d'éditeurs qui viennent me voir en disant oui, mais le fait d'être indépendant ne garantit pas la sortie de bons jeux, par exemple. Ouais, et donc du coup, on a déjà répondu à cette question. Ouais, on a déjà répondu à cette question, Fabien, mais si tu veux, moi, du coup, je me retrouve avec des éditeurs qui viennent encore, pour les propos que j'ai tenus dans les podcasts précédents, qui viennent encore me poser des questions là-dessus et qui viennent encore interroger ma foi à ce sujet. Et du coup, ça implique
des relations assez d'entrée de jeu assez conflictuelles avec des éditeurs que je ne veux plus. Et donc, je n'ai plus envie que la cellule soit par exemple un podcast entièrement consacré à l'indépendance, qui est l'ancienne ligne éditoriale de la cellule que j'ai encore rappelé dans des podcasts il n'y a pas si longtemps. Et j'ai envie de me détacher de cette ligne éditoriale pour dire non, maintenant je vais parler de ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est pas forcément l'indépendance. Parce que parmi les indépendants, il y a des mauvais jeux, il y a des bons jeux. Parmi les éditeurs, il y a des très mauvais jeux, il y a des mauvais jeux, il y a des bons jeux, etc. Et le panel, il existe dans les deux cas. Et donc, moi, j'ai envie de parler des bons jeux, qu'ils soient édités ou pas. Et donc, du coup, je vais plus sélectionner sous un critère indépendance ou sous un critère politique. Je vais le faire sous un critère affectif. Autrement dit, si vous venez à la cellule, c'est que je vous aime, que j'ai envie de vous soutenir, etc. Et donc, c'est pas tu tiques, Olivier, quand je dis ça te pose problème comme démarche? Non, pas en soi. D'accord, ok. Je crois que ce qui est surtout important dans ce que tu dis, et ça c'est un enseignement aussi qui peut être transmis à d'autres, aux rôlistes en général, à tous les créateurs, c'est la notion de plaisir. C'est-à-dire que la passion c'est bien, mais la passion quand ça te crève, quand cette saison de la cellule m'a usé physiquement, mentalement. Ouais, je veux bien croire. Je finis l'année totalement sur les rotules. J'ai pas eu le temps d'avancer autant sur mes projets. C'est-à-dire que je suis devenu vraiment un média à part entière dans le milieu du jeu de rôle. Certains éditeurs sont même venus me voir en regardant mes chiffres en disant non mais en fait t'es pas un média, t'es leader d'opinion, mec. Et moi ça je veux pas. C'est-à-dire que je veux pas que du coup l'impact de la cellule soit si grand qu'il m'oblige. Enfin, tu vois, grand pouvoir, grande responsabilité. Là, j'ai senti que du coup, ce qu'on me faisait sentir, c'est même maintenant, Romaric, que la cellule ça cartonne. T'as de la responsabilité, tu vois. Alors, qu'est-ce que t'en fais? Et moi, ça a été source d'énormément de stress, de beaucoup de pression. Et pour faire tomber la pression, j'ai besoin que la cellule redevienne à échelle plus humaine, etc. Donc, et à mon avis. Ça ne changera pas la qualité des podcasts. Donc pour que ça redevienne un plaisir, il faut aussi que la pression cesse. Oui, et puis parce que le plaisir, c'est la seule chose qui permet de durer. Si tu bosses, mais qu'à aucun moment tu t'y retrouves et que tu as vraiment l'impression que c'est un troisième job en plus de ton travail de jeu de rôle et de ce qui te fait manger, ça devient sacrément difficile, quoi. Alors le temps évidemment rentre en considération dans ce choix de la cellule le projet Cellule Unleashed, ça s'appellera toujours la cellule. Cellule Unleashed, c'est vraiment une façon de parler flavière. C'est Flavie, bien sûr, qui appelle ça comme ça. C'est aussi la pour la saison 6, c'est temps. Ça. Ouais. C'est aussi la problématique du temps, c'est-à-dire que le garage, c'est du travail. L'organisation des one-shots, c'est du travail aussi d'intendance, parce que tout se fait chez moi. Comme vous le savez, c'est moi qui invite les auteurs à la maison. Parfois, ils m'invitent aussi. Ça a été le cas de Steve J quand on a enregistré le podcast sur Inspector. Ouais. C'était très sympa de sa part. Mais malgré tout, il a fallu que je me déplace à Paris, que je bloque 3 jours. Aujourd'hui, vous le savez, j'ai un enfant en bas âge avec Flavie, donc on a plus beaucoup de temps aussi, et il faut pouvoir organiser comme ça des one-shots à répétition, des garages et tout. Pour autant, je pense pas que ça va diminuer le nombre de one-shots, le nombre de garages. C'est juste qu'on va tester les jeux qu'on a envie de tester avec les gens qui sont là. Les choses se présenteront d'elles-mêmes. Se donner plus de souplesse. Simplement. Voilà, se donner plus de souplesse pour avoir moins d'organisation. Donc pression, temps, curiosité aussi. J'ai envie de remobiliser votre curiosité parce qu'en tant qu'auditeur, je constate que vous êtes sélectif et je vous en veux beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, je trouve que ça scandaleux que certaines personnes n'écoutent que le garage, que d'autres n'écoutent que les one-shots. De lire sur les forums que ce genre de choses, ça me révolte parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, dans les one-shots, pour ceux qui les écoutent, vous y verrez très très souvent des parenthèses garage qui sont souvent aussi utiles que celles qu'on fait pendant le garage, et inversement, dans le garage, des rapports de partie qui vont permettre d'avancer. Donc toutes les émissions sont liées. Dans les podcasts, alors je comprends qu'on n'écoute pas les podcasts sur Sens. Ça, il n'y a pas de souci, je le comprends totalement. Ça, c'est pas là-dessus. Là-dessus, j'en veux pas aux auditeurs qui me disent j'écoute pas les podcasts sur Sens. Au contraire, je trouve ça même plutôt sain, d'autant plus que souvent c'est lié au fait qu'ils veulent être joueurs plus tard et donc ils veulent pas se spoiler. Donc, je vous remercie de ne pas les écouter là sur ce coup-là pour le coup. Mais pour les autres podcasts, je trouve ça dommage. Certains disent non, les ADN, je passe mon chemin, etc. J'aime pas ça. Donc le fait de ne plus les emprunter avec des noms qui vont les déterminer, eh bien ça fera que vous serez à nouveau obligé d'être curieux pour écouter la cellule. Et moi, ça, pour moi, c'est très 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 important.
Ça te fait rire, Fabien? Oui, c'est moi. Enfin, moi, je pourrais toujours sélectionner grâce au titre. Voilà, tu sélectionneras pas. Puis les auditeurs, ils font ce qu'ils, bon, je sais bien comment tu dis ça, mais c'est marrant comme tu le formules, quoi. Ouais. Enfin bon, c'est ton côté MJ. Voilà, j'ai aussi pratiqué cette année, vous aurez probablement constaté, une politique d'ouverture à beaucoup plus de champs différents, de rôlismes différents, que ce soit au niveau du GN, au niveau de justement des éditeurs. J'ai essayé de faire la paix avec certains de mes propos passés, de faire en sorte que les éditeurs me considèrent pas comme le vilain anarchiste de l'indépendance extrémiste, etc. Et cette politique d'ouverture m'a au final coûté énormément d'énergie, parce que du coup les podcasts se sont retrouvés écoutés par des auditeurs qui sont pas toujours très sympas et qui envoient parfois des mails ou des commentaires, que ce soit via Facebook, via Twitter ou sur les forums pas toujours très gentils, du genre ah bah heureusement que t'es là, Brand, parce que sinon la cellule globalement c'est vraiment de la merde. Donc ce genre de podcast, enfin ce genre de commentaires sur les podcasts, et bien ça m'a beaucoup coûté en énergie, en motivation, parce que moi je voulais faire un effort d'ouverture. Alors ça concerne pas spécialement Brand, parce que je fais pas un effort en invitant Brand et en le laissant parler sur mes podcasts, mais par contre ce genre de choses, ça me fait chier vraiment, quoi. Ou alors des propos du genre oui, les invités ils sont super, mais toi Rome en tant qu'animateur tu fais chier, enfin tu vois. Ce genre de truc, j'en peux plus de lire ça, quoi. Enfin, réaliser le temps que ça coûte, l'énergie que ça coûte. On avait aussi vérifié que, en général, la personne qui ouvre le podcast et qui structure le podcast se prend beaucoup de coups. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui structure, c'est toujours le méchant. Enfin, on a parfois cette sensation-là, c'est-à-dire que alors que bon, la personne qui structure le podcast, elle fait des efforts, et puis elle contribue autant que les autres au podcast lui-même. Donc s'en prendre à une personne, c'est il y a une vraie malédiction des animateurs de podcast, ouais, que je peux comprendre. C'est-à-dire que c'est très très frustrant d'entendre l'intervenant qui parle être coupé par un animateur qui structure. Et donc du coup, quand tu es fan de la personne qui parle, tu as tendance à en vouloir à l'animateur de structurer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien réaliser que quand l'animateur parle, c'est pas qu'il veut monopoliser la parole, c'est souvent qu'il parle pour meubler ou pour permettre aux gens de réagir. Quand je parle et quand je continue par exemple à parler pendant longtemps alors que personne ne parle, c'est pour couvrir un silence gênant autour de la table. C'est que souvent les gens n'ont rien à dire. Et que du coup, j'essaie pour qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire que c'est pour leur laisser le temps de réfléchir. Globalement, ça donne l'impression que Romaric monopolise la parole, mais en fait, c'est pas ça la vérité. Oui, surtout que souvent, on a déjà discuté du podcast avant, ou enfin dans les discussions, et donc quand nous, en tant qu'invités, on exprime quelque chose, tu t'aurais pu le dire toi-même, quoi. C'est-à-dire que. Alors, à côté de. Oui, non, j'allais le dire. Regarde le podcast, qu'on est en train de terminer à l'heure actuelle. On était parti sur un gros trip où on résolvait en fait des questions passées dont on avait discuté un petit peu avant, et t'as systématiquement montré pourquoi tout ça était en lien avec la petite question à laquelle le podcast répond. Mais que ce soit, mais c'est pas lié à Romaric en tant que personne, en fait. C'est lié à la fonction d'animateur. Voilà, absolument. Si ça avait été Amélie ou Olivier qui avait été fait, ceci dit, je tiens à dire quelque chose, c'est que je suis très très touché, voire même bouleversé par l'ensemble des messages de soutien qui nous sont adressés à la cellule. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que on reçoit constamment des mails de personnes, et cette saison, ça a été frappant, vraiment, de gens qui nous disent « Vous m'avez remis au jeu de rôle, vous êtes continuez votre travail, c'est formidable ». Des gens qui donnent via PayPal de l'argent de façon mensuelle, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent sur PayPal en versement automatique et tout, pour soutenir. Et ça, c'est vraiment formidable, et on vous en remercie. Et ce que je veux dire, c'est que pour un message méchant à mon encontre, il y a 10, 20 messages de soutien. Mais il y a un biais cognitif bien connu qui est que globalement sur Internet, pour un message méchant, il faut au moins 10 messages gentils pour sentir son ego compensé, ouais, etc. Tu retiens plus facilement ce qui te fait mal et ce qui te blesse que ce qui te fait du bien. Tout à fait. Donc du coup, je sais très bien que je suis victime moi-même d'un biais lorsque je dis ça, mais j'ai quand même envie d'être honnête et de vous dire oui, ces messages un peu difficiles me font du mal. La discussion, le débat
débat autour de Kuro où j'ai essayé de vraiment arrondir les angles et tout ça, et certaines bombes qui ont explosé, alors que voilà, ça m'a fait chier aussi. De quoi je peux encore parler? Les messages méchants peuvent m'être adressés en direct. peuvent m'être adressés directement. Je les recevrai pour ma part avec plaisir. Et je répondrai par des insultes fleuries de ma composition. C'est celle d'Olivier avec les fans qui se jettent à ses pieds. Olivier, fais-moi un enfant. Dans le podcast de Kuro, c'est moi qui ai commencé la bagarre. Donc, c'est de ma faute. J'ai mes torts aussi, tu vois, en tant que diffuseur du podcast. J'ai mes torts aussi. Donc là, voilà. Donc ça, limite le podcast sur Kuro, je plaide coupable. C'est bon, c'est passé. Mais les conséquences de ce podcast ont été terribles. C'est-à-dire que je prends un exemple tout bête, mais c'est que après, lorsque j'ai posté mon message d'annonce sur le Val sur Antonio Bay, les gens d'Antonio Bay ont littéralement fondu sur cette occasion pour régler leur compte. Ça m'a fait beaucoup de mal. Julien Elbruck notamment a déclenché une discussion. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en interne à la cellule, la réaction de certains même podcasteurs a été de m'envoyer un mail pour me dire dans le dos, calme-toi Romaric, avec la cellule tu nous fous tous dans la merde, nous qui participons à ton podcast et tout. C'est-à-dire que non seulement j'ai dû subir l'assaut des personnes qui contestaient la légitimité du podcast sur Kuro, ce que je peux comprendre, mais en plus j'ai reçu par voie de conséquence des menaces qui venaient de mes propres potes, et je me suis retrouvé le cul entre deux feux à ce moment-là. C'était terrible. Donc la cellule Unleashed, le but c'est aussi comme de toute façon ce que je vais faire et ce que je vais dire me fait plaisir, je vais pas regretter, tu vois ce que je veux dire. J'aurais pas de regrets, et à ce niveau-là, comme il y aura moins de politique d'ouverture et que je vais recentrer autour de vraiment mes potes proches, il y a moins de risques d'éclat d'obus, si tu veux. Est-ce que ça veut dire que tu dis de la merde sur sur tous les jeux que tu veux? C'est jamais moi qui te le reprocherai. Je trouve ça vraiment bien qu'ici on se sente encore libre de dire qu'un jeu, on estime que c'est un jeu de merde, et on sera pas tous d'accord entre nous. C'est ça, et ça c'est très important pour moi, et parce que le professionnalisme, en fait, Olivier, il empêche ça. Parce que plus tu te professionnalises, plus tu peux reprendre des coups. Alors que si tu dis moi c'est un podcast de potes, ce qu'on dit ça n'engage que nous, il y a pas de comment dire, c'est plus l'institutionnalisation que l'institutionnalisation. Dire on refuse que la cellule soit une institution. En fait la cellule en soi n'existe pas. Ouais. Ce n'est qu'un ramassis de gens avec des études des opinions différentes, des convictions différentes. Il y a pas de pensée de la cellule, où il y a pas, enfin dire la cellule c'est ça, la cellule pour autant c'est pas ce sont des amis, et du coup il n'y a pas, si tu veux, je cherche pas à faire de la cellule une sorte de truc objectif, neutre, qui jugerait un peu tous les jeux et tout. Ça c'est vachement important. C'est l'avis de la cellule sur Kuro qu'on vous avez entendu, et après ça vous plaît pas, bon bah la cellule. Et encore tu dis de la cellule, mais en fait tu dis des personnes qui sont là. Voilà. Oui, parce que moi je me sentais pas menacé par Kuro, parce que je me dis je suis pas sur le podcast. Voilà, c'est ça le problème. C'est moi j'ai insulté d'autres jeux depuis, et j'ai l'intention de continuer à le faire. S'ils font de la merde, je leur dis. Ouais. Le problème, c'est que moi, je vis pas dans ce milieu-là, donc j'ai pas du tout à fréquenter ces gens-là. Je sais même pas qui ils sont. Et la différence, c'est que toi, tu vois de qui il s'agit. Moi, je juge de la façon, je veux dire. Non, mais les fréquenter comme des collègues de travail, ça me dérange pas du tout, si tu veux, parce que eux, ils me fréquentent de la même manière. Ce qui m'ennuie, c'est que là, ce que j'ai fait, cette politique d'ouverture, moi, j'ai donné beaucoup de chance à beaucoup de gens qui m'avaient même parfois blessé par le passé, et au final, ça m'est retombé dessus en pluie, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça le problème. Non, honnêtement, je sais pas l'exprimer concrètement et correctement, mais ce que je ressens personnellement en tant que administrateur de ce site, c'est qu'il faut que je me recentre sur mes amis si je veux continuer cette aventure. Et plus exactement, que tu donnes que tu rappelles ce que c'est vraiment que la cellule. La cellule, ouais. La cellule, c'est des gens qui parlent autour d'une table à Saint-Malo. Je vais te dire comment moi je le comprends. Pour moi, c'est l'inverse justement. C'est que tu t'émancipes du monde à strictement parler du jeu de rôle, qui est en fait un petit milieu qui vit en vase clos, et que tu as l'intention de t'ouvrir sur autre chose. Enfin, je te dis pas que c'est ta position, mais c'est comme ça que moi je l'entends en réalité. S'il y a plus d'ADN, on va en fait s'ouvrir sur le reste du monde. Oui, non, mais je suis d'accord. Plutôt que de s'intéresser à des gars qui sur un forum parlent à 4-5 depuis une éternité. Moi, je les connais pas, donc j'ai pas de problème avec eux, mais je veux dire, pour moi, comme je l'entends, ta façon de parler, c'est une super ouverture. Ok, ben je te remercie de l'encourager, de le prendre comme ça. C'est pas comme ça que je le vois, si tu veux, de prime abord, mais c'est ce que j'espère obtenir.
C'est-à-dire que j'aimerais que tu aies raison. Voilà. Et que ça, finalement, cette manière de se recentrer autour de nos avis personnels et de dire c'est personnel, c'est subjectif, ça nous permet de nous ouvrir plus que de nous fermer. Et parce que, enfin voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc la curiosité, le temps, la pression, des envies de podcast aussi qui rentrent pas toujours dans la grille, tout simplement. C'est-à-dire que on va avoir envie d'aborder un thème qui rentre dans aucune case, quoi. Et ça arrive, quoi. On n'a pas le garage, on n'a pas. Par exemple, jeu de rôle et tricot, par exemple. Jeu de rôle et tricot, voilà, tout à fait. Ou la recette d'une bonne bolo. Ou même du jeu de rôle, tout simplement un podcast un peu plus humoristique. On avait un projet de podcast. Pourquoi la croissance, le PIB n'est pas un bon indicateur du développement humain. Par exemple. Putain, c'est parti. Alors là, je commence à avoir des... Voilà. Et ça, alors, pourquoi est-ce que la cellule, c'est des rôlistes qui parlent du monde, qui parlent du jeu de rôle, qui parlent de game design. Le game design, le jeu de rôle reste au centre de la cellule, bien sûr, mais c'est aussi des jeux rôlistes qui parlent du monde et de leur vision du monde. Et ce genre de podcast sur le PIB, ça peut être très intéressant. Moi, je trouve ça très enthousiasmant. Au lieu de s'engueuler juste avec des rôlistes, on s'offre l'opportunité de s'engueuler avec le monde entier. C'est trop bon. Ah, c'est énorme. Ok, ouais, d'accord, très bien. On va pouvoir se mettre sur la gueule avec des économistes. Le professionnalisme empêche, d'une manière générale, certaines discussions d'émerger et m'enferme dans ce rôle d'animateur cadrant, etc. Au début de ce podcast sur les champs qui restent à explorer, on a vu qu'il y avait un débat qui émergeait entre vous deux, Fabien et Olivier, et qui n'avait a priori à peu près aucun rapport, sinon très lointain. Si, c'était né de ce sujet à la base, mais disons qu'on était déjà loin dans la conversation au moment où le podcast commence. Je pense que c'est imbitable pour les auditeurs. C'est-à-dire que je pense que les auditeurs n'ont absolument pas compris en quoi ce débat. Et ça, justement, c'est ce que je veux pour la prochaine cellule. C'est-à-dire pas que ce soit imbitable. Désolé. Attends, pas que ce soit imbitable pour les auditeurs, mais que ce genre de discussion puisse émerger, comme elles émergent dans une véritable discussion entre potes. Parce que ce que je trouve fondamentalement dans la cellule à l'heure actuelle, c'est qu'il y a de l'inauthenticité autour des micros, dans les micros et tout, qu'on peut pas dire tout ce qu'on veut, qu'il y a des choses voilà. Et moi, ce que je veux, c'est libérer la parole autour des micros de la cellule et c'est ça aussi que j'appelle le professionnalisme, tu vois. Bon, moi j'essaie de faire un effort pour être toujours compréhensible et clair. Ça oui, bien sûr, évidemment. Donc, mais je sais pas comment dire. Mais ok, libérer la parole d'une certaine manière. Libérer la parole d'une certaine manière en rassurant, en remettant de la confiance au centre de la table et non plus cette espèce de méfiance permanente de j'espère que ce mot ne blessera pas un tel ou un tel, que politiquement il sera bien, etc. En gros, la cellule, ce n'est plus de la politique. Et ça va se sentir l'année prochaine. Hein. Vous allez bien vraiment le sentir la différence, je pense. Ou d'une autre manière. Ou d'une autre manière. Mais enfin, je veux dire, c'est plus de la politique interne au jeu de rôle, tu vois. J'arrête de dire bon, là les 12 singes, je les ai beaucoup fait parler par le biais de Sébastien Sellerin, donc il faudrait que j'invite des gars du 7e cercle. Ah, ils refusent. Ok, alors il faudrait que j'invite machin pour équilibrer et tout. Moi ça, je veux plus de ça, quoi. C'est fini. Si je fais parler Sébastien Sellerin, c'est parce que Sébastien, je t'adore. Je trouve que tu parles des thèmes de façon intéressante, etc. J'en ai rien à foutre qu'on dise que du coup la cellule encourage les 12 singes ou quoi. Si j'ai envie d'entendre du Sébastien Sellerin, j'entendrai du Sébastien Sellerin. Si j'ai envie d'entendre du Brand, j'entendrai du Brand. Si j'ai envie d'entendre du Hino, j'entendrai du Hino. Mais je les inviterai pas parce qu'ils sont un tel, ou qui représentent un tel, etc. Est-ce qu'il veut dire aussi que pour parler sur la cellule, il faut être pote avec moi. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et ça, c'est dans assumé. tes podcasters, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, t'as beaucoup de... Enfin, en tout cas, si je prends mon exemple, je sais pas qui sont ces types. Donc, tu auras forcément une liberté de parole, vu que moi, je peux te dire que on en a rien à foutre de les insulter, vu qu'on les connaît pas. Je peux te dire que les gars, vous avez des gens comme Brand, des gens comme Grumpf, des gens connus sur le milieu des forums et tout, rapportent un nombre de clics considérable. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les podcasts avec le Grumpf, alors il y a 3 types de podcasts qui rapportent des clics. Il y a le podcast sur Brand, le podcast sur Grumpf, le podcast sur la FFJDR. C'est les 3 gros poissons. Si tu les attrapes en tant que média, tu cliques à fond. Mais putain, ça, moi, le terrorisme, c'est pas dedans. Je suis déçu. Mais si, Olivier, oui. Et moi, ce que je veux, c'est éviter de corrompre ma propre émission et mon propre site en regardant les clics. En faisant de la chasse aux clics. En faisant de la chasse aux clics. À fond. Et ça, il faut vraiment. Mais le problème, à la limite, Olivier, t'as un programme pour voir combien t'en reçois. Mais il faut Olivier, supprimer le programme, quoi. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Et
Oui, c'est quand même porteur d'informations intéressantes. Oui, oui, mais il faut pas faire les choses pour ça, tu vois. Il faut pas ça, je suis d'accord. inviter Brand parce que ça va te rapporter du clic, inviter Grumpf. Faut inviter Grumpf parce que c'est un mec super, qu'humainement il est génial, que moi à chaque fois avec lui j'ai eu des discussions très très intéressantes. En dehors des conventions, c'est quelqu'un qui est vraiment adorable avec lequel on fasse. J'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer, mais j'aime beaucoup son travail. Moi aussi, Voilà, je suis très impatient de voir comment il fonctionne parce que j'ai l'impression qu'on raisonne de la même façon pour. Alors toi et lui, vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi. Vous êtes tous les deux d'affreux gauchistes aussi. Ouais. Ah oui, je le crains. Et voilà, et c'est ça, et je me suis trop pris la tête cette année. Vraiment, voilà, c'est un podcast qui se conclut sur un bilan. Je me suis vraiment trop pris la tête cette année. Mais c'est bon aussi, ça veut dire qu'il y a de belles choses qui viennent. Faut pas que tu donnes, auditeurs, ne croyez pas que Romaric est aigri, c'est pas du tout le cas. Je suis pas à plat. Je suis gonflé à bloc. C'est clair. Donc voilà, c'est surtout qu'en fait on va vers une forme de cellule qui est particulièrement intéressante et côté bonne nouvelle pour ceux qui n'écoutent pas les podcasts sur Sens, quand je dis abandon de la grille, je dis bien sûr aussi abandon des podcasts sur Sens en tant que tel. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les podcasts sur Sens, il n'y en aura plus forcément un par mois. Il y en aura peut-être un mois, il y en aura 2, puis pendant 4 mois, il y en aura plus, et puis etc. Et c'est ça aussi que ça veut dire, l'abandon de la grille. Attention, faut pas se tromper. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas Sens et ceux qui n'aiment pas Romaric Briand, eh bien, vous serez encore plus contents sur la cellule l'année prochaine, parce qu'il y aura encore moins de Sens, et encore certainement d'ailleurs, puisque, comme vous le savez, le fait que j'ai de moins en moins de temps m'empêche également d'avancer sur Sens Cosmo comme je le voudrais, donc il va y avoir probablement du retard sur la gamme. Et donc du coup on aura peut-être moins de choses à dire, etc. Enfin, il paraît que non. Je sais que Fabien a des kilomètres de sujets comme il dit sur Sens et tout, mais bon voilà, ça permettra aussi de voir émerger de nouveaux podcasts sur Monostatos par exemple. Ouais, ça ça permettra peut-être de voir émerger des podcasts sur Prosopopée par exemple. Moi je suis pas convaincu des podcasts sur Monostatos, mais ça c'est bon après voilà, c'est ce que je t'avais proposé. Les hacks de jeu. Les podcasts. Non. Si. Ah, d'ailleurs j'avais Hackesfax. Ah, enfoiré. Il est même pas encore sorti en plus. Il y a des podcasts. Je sais, c'est pour ça. Je vais le hacker avant qu'il soit sorti. À venir, par exemple, il y aura des super podcasts animés par Jeff qui s'appelleront Olni, où il s'agira de présenter des objets ludiques non identifiés en matière de jeux de rôle. Et il en a des kilomètres des Olni à vous présenter. Enfin, il y aura des choses. Et donc, du coup, ça va. Moi, je pense que, au contraire il faut pas croire que ça va faire dériver la cellule vers du n'importe quoi. On va rester bel et bien dans le jeu de rôle, bel et bien dans le game design, et ce sera beaucoup plus libéré au niveau de la parole, et ce sera beaucoup plus du coup motivé, passionné, souple et voilà. Souple et orienté comme vers on parlera le que de plaisir. ce dont on a envie de parler, je pense qu'on en parlera mieux. Après, je peux me tromper, mais je pense qu'on en parlera mieux. Voilà pour ce petit bilan. Olivier, tu voulais ajouter ? J'allais dire, on va voir ça la saison prochaine. L'année prochaine, voilà. Il vous reste encore un podcast pour Sens. Bisous les auditeurs. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Un gros câlin vous avez été à tout le monde. extrêmement nombreux. On a battu des records vraiment d'audimat pour le coup. Bronzez bien, jouez plus. Râlez moins. Hein, ça c'est très important. Surtout. Mais jouez plus aussi. Jouez plus. Et voilà, il nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. La cellule revient Unleashed l'année prochaine. À bientôt tout le monde. Merci Olivier, merci Fabien, merci Amélie. Ciao. Salut. À plus. Salut. À la prochaine.